belle brochette d'invités, hein, si je peux me permettre. Là, ça risque de partir en débat un peu musclé. Alors, je vais commencer par vous présenter. Hein. Vous allez peut-être vous présenter un peu plus, surtout pour les deux intervenants, parce que pour François Asselineau, Étienne Chouard et Robert Ménard, on les connaît un peu plus. Vous, Slobodan Despot, vous êtes directeur des éditions Xenia. Xenia, oui. Xenia, excusez-moi. Excusez-moi, je tourne le dos à la salle, ce qui est très, très, très mal poli. Donc, je vais me mettre un peu de trois quarts. Oui, effectivement, je suis le directeur fondateur des éditions Xenia, qui sont une maison d'édition basée en Suisse, en territoire neutre, n'est-ce pas, et comme Mireille Zaki, et qui ont une spécialité de publier des documents sur des sujets qui quelquefois dérangent ou qui ne sont pas toujours couverts par les médias de grand public. Voilà. Merci. Alain Benajam, je pense qu'on vous connaît. Hein. Vous êtes le membre fondateur et ancien administrateur du Réseau Voltaire. Je suis cofondateur du Réseau Voltaire avec Thierry Messant. Je suis cofondateur du Réseau Voltaire avec Thierry Messant en 1994. Donc j'ai connu tout le développement et la saga du Réseau Voltaire. Et je suis président du Réseau Voltaire France, une nouvelle organisation qui vient d'être créée, puisque l'association Réseau Voltaire en France a été dissoute en 2007 en raison d'un certain nombre de problèmes dont Thierry a pu vous exposer hier soir. Voilà. Vous êtes aux côtés de Thierry Messant pour cette nouvelle... Pardon ? PCF. J'entends non, PCF. moi je ne suis pas membre du PRCF. Non, PCF. Oui, alors on peut dire. Alors on me demande, évidemment j'ai un passé, j'ai 29 ans de Parti communiste français, mais je n'adhère plus à l'idée développée par le Parti communiste français, encore moins le mutant actuel, qui n'a plus rien de communiste. Et j'ai quelques sympathies pour le PRCF, bien sûr, mais moi, je m'estime comme républicain, défendant la liberté d'expression, et je ne défends plus l'idée qu'il faille absolument construire le socialisme en France. C'est quelque chose que j'ai abandonné. Voilà. Vous, alors, Abdelkrim Mansouri, je vous découvre. Oui, alors moi c'est Karim Mansouri, ouais. Donc ancien militant associatif à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, de France Plus, où on incitait les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales avec ses valeurs républicaines, et puis surtout donner un sentiment d'appartenance à cette société pour ces jeunes issus des ex-colonies en règle générale. Donc ça fait 20 ans de militantisme, et puis après, au bout de 20 ans, on s'occupe de sa famille. Et il se trouve que je me suis retrouvé ensuite dans une association qui s'appelait Nord-Sud Patrimoine Commun, qui essayait de défendre aussi toujours ces mêmes valeurs et surtout ce partage, et je partage aussi l'avis de M. Asselineau sur cette histoire avec cette Afrique francophone, et puis pas seulement l'Afrique, aussi ce rayonnement et ces valeurs universelles de la France à travers le monde. Et suite à un voyage, et puis suite à une altercation avec mon père, un voyage pendant les événements en Libye, ce que j'ai pu constater pendant les bombardements en Libye ne figurait pas du tout dans nos médias en France. Donc d'où la nécessité de constituer un mouvement qui s'appelle Pas en notre nom, de cette politique étrangère, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas seulement cette affaire de la Syrie et de la Libye, on l'a vu aussi pour la Yougoslavie, on l'a vu pour le Soudan, on l'a vu pour la Côte d'Ivoire. Et là, on a tendance à se poser des questions sur surtout les violations des règles internationales. Voilà, Karim Mansouri. Merci. Merci. Robert Ménard, journaliste, fondateur de l'association française Reporters sans frontières. Je n'en dis pas plus, on vous connaît. Étienne Chouard, enseignant en économie et en droit, et blogueur aussi de renommée internationale, et François Asselineau, effectivement, le président de l'UPR. Première question, très basique. Est-ce que le système médiatique français est verrouillé ? Et si oui, est-ce que c'est une censure invisible ou visible ? Oui. Alors, je ne connais pas de système médiatique qui ne soit pas verrouillé. Les médias étant un outil de pouvoir, il est évident que ceux qui tiennent le couteau par le manche ont tendance à les utiliser comme une arme et à en abuser, bien entendu. Cela étant dit, on a connu des périodes, me semble-t-il, particulièrement en France, qui a été un exemple pendant longtemps, où le débat était possible et où de véritables confrontations d'idées et de caractères et d'opinions étaient possibles. Aujourd'hui,
les débats existent toujours. Simplement, les tribunes qui sont les plus influentes et les plus appelées à mettre en scène de grands débats qui concernent le devenir et les questions fondamentales d'une société, eh bien, ces tribunes-là sont les plus verrouillées. Plus vous éloignez de ces tribunes centrales, plus vous avez de liberté d'expression, plus vous avez de possibilités de confronter des idées. En revanche, là où le système devrait être le plus ouvert, c'est là qu'il est le plus fermé. C'est un des paradoxes, et je crois que ça témoigne d'une profonde maladie de cette société, le fait qu'elle ne puisse pas se permettre le luxe de se voir à l'échelle nationale, à l'échelle du grand public, de se voir poser des questions sur ces valeurs fondamentales, sur les fondements même du système où nous sommes. Slobodan, pour vous, il n'y a pas un pays en matière de référence de liberté d'expression ? La France a été une grande référence en matière de liberté d'expression. Elle l'a été. La France de la Troisième République, lorsque vous lisez, je ne sais pas, les écrits de Léon Daudet, ses écrits politiques, vous voyez la violence avec laquelle on pouvait s'empoigner. Et le diapason, le spectre d'idées dont on pouvait débattre, ce spectre est en train de se rétrécir de plus en plus pour ne laisser place qu'à des débats bénins ou techniques sur des questions secondaires, les questions essentielles étant maintenues hors de portée du public. Il y a des pays, aujourd'hui, je pense, où le débat d'idées est beaucoup plus large. J'ai eu une expérience de cela. Je dirais que j'ai eu mon chemin de Damas qui m'a ouvert les yeux lors de la guerre en ex-Yougoslavie, dont j'ai été un témoin et un protagoniste, bien que je sois suisse d'origine serbo-croate. J'ai été appelé à traduire des textes, ensuite en publier, parce que les publications sur cette guerre des années 90 qui a initié la suite des guerres de l'OTAN, de l'après-soviétisme, l'information était très lacunaire, et moi-même connaissant ce pays, un peu comme Abdelkrim, j'ai spontanément commencé à traduire ou à publier des documents. Eh bien, figurez-vous, en gros, le travail que je faisais au sein de l'Institut serbe à Lausanne, en Suisse, et au sein des éditions L'Âge d'Homme, qui avait publié beaucoup de documents dans ce domaine, c'était un travail grosso modo, non pas pro-serbe, mais qui, disons, rééquilibrait le regard, le point de vue sur ce conflit où les médias français, comme l'ensemble des médias occidentaux, avaient pris un parti anti-serbe absolument délirant. Je vous rappelle que l'actuel ministre des Affaires étrangères français, M. Fabius, disait que les Serbes étaient... Les Serbes, hein, pas les criminels de guerre serbes, pas les militaires serbes, mais les Serbes étaient des salauds. Donc il n'y avait pas de loi antiraciste pour punir ce genre d'excès. Donc je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de publier un démenti pour moi, qui représentait, disons, le camp pro-yougoslave ou pro-serbe. Il était beaucoup plus facile pour moi de publier un démenti ou une lettre de lecteur ou une tribune dans un journal croate qui était en guerre contre moi que dans un journal suisse ou français. C'était beaucoup plus facile. Donc, je veux dire, l'obscurcissement idéologique, le plus dur, le plus féroce, c'était ici. De la même manière, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de ce qui se passe en Russie, n'est-ce pas? La Russie figure parmi les pays dont on dit qu'elle est, elle est pratiquement dans l'axe du mal. C'est un pays d'autocratie, de M. Poutine, etc. Et on a monté en épingle cette affaire de provocation dans une église montée par des musiciennes rock qui n'ont aucun disque à leur actif. Eh bien, la Russie est un pays où la provocation ou la critique du chef de l'État est le menu quotidien et majoritaire de l'ensemble de la presse et des médias. Je veux dire, 80% des médias russes sont anti-Poutine. On n'en sait rien ici. Donc, c'est vrai qu'il y a un obscurcissement. Et c'est vrai que je pense que dans le déblocage de cette situation réside le déblocage de beaucoup de problèmes politiques, aussi bien internes que de politique extérieure pour la France ou pour d'autres pays d'Europe occidentale. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que
sur la planète Terre en 2012, l'Europe de l'Ouest constitue la zone où il y a le moins de liberté d'expression sur la planète entière. Peut-être éventuellement Corée du Nord et Chine. Robert Ménard, vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire M. Bodden? François Asselineau, non, vous n'intervenez pas du tout? Si, plus tard, mais pas monopolisé. Non, parce que il y a deux fronts, je peux pas... Je provoque un peu, mais bon. Mais Ménard n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non, je suis d'accord avec toute une partie de ce que vous dites, vous le savez. Je suis d'accord avec le fait que les journalistes, ils chassent en meute. C'est-à-dire que tout le monde était pro-bosniaque pendant la guerre. Là, aujourd'hui, plus personne ne s'interroge sur ce qui se passe en Syrie. On croit sur parole, on en parlait tout à l'heure, un observatoire des droits de l'homme qui, tout seul, dans son coin, est capable, un seul type, à Londres, de vous dire jour après jour combien il y a de victimes. Je suis d'accord là-dessus. Non, où je tique sur le fait que cette partie de la critique, vous avez raison. De là à en conclure que c'est en Europe de l'Ouest, alors vous direz que c'est une provocation, qui a le moins de liberté de la presse, c'est pas vrai. Puis ça décrédibilise tout ce que vous dites, parce que c'est pas vrai. Moi, j'étais le patron de 20 ans de Reporters sans frontières, et c'est pas vrai qu'en Érythrée, il y a plus de liberté de la presse qu'en France. Il faut quand même pas juste déconner. Donc, attendez, vous avez compris, ça enlève rien à ce que vous dites. Ça fait juste que je pense qu'à un moment donné, l'exagération du propos, les gens vont retenir de vous, en gros, il dit qu'il y a plus... Et là, vous n'arriverez pas à toucher le problème. Le problème, il est quoi? C'est que je suis d'accord avec vous, c'est d'où ça vient. Comment ça se fait? Et c'est ça qui pose question. On reconnaît aujourd'hui... Moi, je vous ai invité, M. Asselineau. Je pense que j'étais le seul média national à vous inviter à peu près convenablement. J'espère que vous... C'est exact. Là. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne dis pas ça pour dire je suis mieux que les autres. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne reçoit pas François Asselineau? C'est pas qu'il y a eu quelqu'un qui appelle en disant alors là, si tu reçois Asselineau, dégage. Ce serait très bien parce qu'on virerait le mec qui dit ça et puis vous, journalistes, vous diriez ce que vous... Le problème, c'est que personne dans les rédactions a envie de vous recevoir. Le problème, c'est que personne dans les rédactions, personne leur dit il faut que tu crois à l'observatoire des droits de l'homme syrien. Personne ne leur dit. C'est qu'ils pensent sincèrement que l'observatoire est là. Parce que quoi? Parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a que dans les médias, il faut qu'il y ait un bon et un mauvais. Alors, une crise en Libye, attendez, les mecs qui, 2 ans avant, ne trouvaient pas scandaleux que Sarkozy reçoit Kadhafi, où moi j'ai été arrêté le 14 juillet 2008 parce que je protestais sur les Champs-Élysées, parce que l'invité du 14 juillet, c'était Assad. À ce moment-là, les mêmes qui aujourd'hui ne savent plus quel mot employer pour que hier... qualifier le camarade Kadhafi, aujourd'hui Assad, si on pouvait tyran sanguinaire, je sais pas, il serait toujours dans l'emphase et tout ça. Les mêmes le faisaient pas il y a 2 ans. Pourquoi ils font ça? Encore une fois, personne ne les oblige à faire ça. Parce que la lecture, je le dis, médiatique, elle est un bon, un mauvais. D'abord sur la scène internationale. Et que c'est pas pour rien que les médias et la télévision, moi je sors de la télévision, elle aime tellement le foot et le sport, parce que c'est simple, que ça fonctionne bien, et qu'il faut que toute l'information rentre dans ce cadre-là. Deuxièmement, M. Asselineau, il y a, quand je dis, pourquoi vous invitez pas François Asselineau? Premièrement, il y a, ne le prenez surtout pas mal, je le dis gentiment, sinon je ne serais pas là pour vous le dire, vous entendez. Il y a l'idée, on ne connaît pas quelqu'un, donc on ne l'invite pas. C'est une logique folle. Parce que chaque fois que vous proposez d'entendre quelqu'un qui a quelque chose... Attendez, alors, pas que pour la politique, ça peut être en histoire, parce que l'histoire c'est vite la politique, ça peut être vite problématique. Vous dites on va recevoir ce type-là. De qui tu parles? Le mec, il lise pas de livres. Il s'informe, les journalistes, auprès des autres journalistes. Donc, tant que vous n'avez pas réussi à rentrer dans cette espèce de machine infernale, cette espèce de place, vous ne crevez pas ce plafond de verre, personne ne vous invite parce que vous ne faites pas partie du monde qu'on invite. Troisième raison, c'est, surtout, une fois de plus, ne le
c'est... En gros, Asselineau, c'est un facho. C'est ça. Ça a le mérite d'être clair. Non, mais attendez, je n'ai pas dit que moi je pensais ça, vous avez compris, sinon je ne serais pas là. Oui. L'idée, c'est ça. Or, vous pouvez inviter qui vous voulez dans les médias. Vous invitez un fou furieux du front de gauche qui pense encore que le Venezuela c'est une bonne chose et que Cuba finalement c'est pas si mal que ça. Dans les rédactions, je rigole, j'ai fait exprès parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui portait le t-shirt. un t-shirt. Je rigole, c'est juste un clin d'œil. Prenez-le comme un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Non mais ça va, on va pas poser tout de suite. Je veux dire, ici il faut avoir d'humour, 1 minute, je peux juste vous dire un mot. Alors je parle que de Castro. Vous pouvez inviter le pire des staliniens, au fond, c'est pas très grave. C'est acceptable. Vous invitez un mec qui disait encore il y a 2 ans que les Khmers rouges c'est pas si terrible que ça, il n'y a pas de problème. Vous invitez un type qui est classé de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est ça le problème. Quand j'écris un livre avec Emmanuel Duverger qui s'appelle Vive Le Pen, je ne suis pas le pays, je ne vote pas pour eux, donc le problème il n'est pas là. C'est juste pour dire, on peut tout dire dans les médias, sauf ça. C'est pour ça que les Serbes, parce que les Serbes c'est les fachos de l'histoire. C'est pour ça. C'est ça le vrai problème. Et ça, contrairement à un certain nombre de gens peuvent penser, il n'y a personne qui vous oblige à penser ça. Pardon, allez-y. Non, je pense que vous avez soulevé, d'où ma peau de banane. Effectivement. Je vais vous donner un cas qui est historique. Noam Chomsky, dans un de ses livres, raconte comment, suite à l'incident qui est arrivé en Union soviétique le jour de l'invasion de l'Afghanistan, où le speaker de Radio Moscou, donc de la radio officielle, s'était adressé à ses concitoyens, à ses camarades, en disant « Camarades, on va vous raconter des tas de choses, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train d'aller occuper un pays qui nous a rien fait. » Il a fini à l'asile psychiatrique. C'est un cas historique. Le type a dit « Ben voilà, Mais attends, juste une chose. » Chomsky a demandé à ses étudiants en séminaire de retrouver dans la presse du mainstream, donc dans la presse de grand public américaine, presse et médias confondus, le nombre de mentions du mot occupation pour qualifier ce que faisaient les États-Unis au Vietnam. Il n'en a pas trouvé une occurrence. Or, conclut-il, celui qui aurait écrit occupation dans la presse américaine dans les années 65-75 aurait peut-être éventuellement perdu un emploi ici pour aller en retrouver un autre là-bas. Tandis que le russe, lui, savait ce qu'il attendait. C'était l'asile psychiatrique. Donc, c'est effectivement pas un problème de, comment dirais-je, de censure politique explicite, comme le problème se présenterait en Érythrée, comme il se présente en Chine, où tout le monde sait quelles sont les lignes à ne pas franchir parce qu'elles sont politiquement définies, elles sont explicites. Ici, on a de la psychosociologie à l'œuvre, et non pas de la politique. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je trouvais que tout à l'heure, la comparaison n'était pas heureuse, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. Ici, personne ne risque d'aller en prison. Vous risquez, oui, une mort professionnelle. C'est ça que vous risquez. Non, mais attendez. Peut-être, non, attendez, peut-être parce que j'ai été patron de Reporters sans frontières pendant 20 ans, je confonds pas notre héroïsme professionnel et l'héroïsme d'un type qui risque sa peau ou la prison. C'est quand même pas tout à fait la même chose. On risque la peau ou la prison. Non, arrêtez. Non, on risque pas la peau et la prison. Je vais vous raconter l'histoire de Thierry Messant. Non, mais attendez. D'abord, Thierry Messant, on parle là du fonctionnement dans les médias. Oui. Je ne parle pas de Thierry Messant. Moi, Thierry Messant, j'ai été le seul sur les dernières années à le recevoir. On le sait, ça. Mais vous le savez. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se lancer des fleurs quand on ne risque pas la même chose qu'un type. Non, Thierry Messant, il n'a pas risqué d'être tué en France. Si. Il faut arrêter, mais c'est des bobards, vous nous racontez. C'est de la folie. Personne ne risque ça. Ici, on risque d'autres choses, mais ne nous faisons pas des tailleurs de héros quand on ne l'est pas, d'une part. Moi, ce que je pense, le problème en France, c'est que tout le monde pense pareil. Et que les médias, ils pensent pareil. Que les journalistes... Il y a aujourd'hui un complexe médiatico-intellectuel, c'est ça notre difficulté.
Mais c'est pas un complexe, c'est pas mon patron à Canal+. Pardon. C'est bien ce que j'ai dit. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas mon patron à Canal+ qui me pose problème. C'est les journalistes qui travaillent à côté de moi. Quand, sur RTL, je dis au cours d'émission polémique, je dis je suis d'accord avec Marine Le Pen sur un certain nombre de points. On me pose la question sur quel point, je dis par exemple sur le fait que quelqu'un qui a 15%, qui représente 15% de l'électorat où il n'y a pas un député ou un sénateur, ça me semble un système inique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être pro Marine Le Pen pour penser qu'un minimum de proportionnel, ce serait le minimum pour que tout le monde soit représenté. Qui va voir, c'est pas le patron d'RTL tout de suite qui me fout dehors. Il l'a fait 3 mois après. Non, mais attendez. Pourquoi il le fait? Parce que le lendemain, la société des journalistes de RTL, mes confrères, vont le voir en disant comment on garde un type à l'antenne qui dit ça du Front National. C'est ça la réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, c'est infiniment plus compliqué à combattre. C'est infiniment plus compliqué. S'il y avait un salopard qui tire les ficelles, je te couperais les ficelles, on saurait au moins, monsieur Asselineau, politiquement, vous faites de la politique, moi j'en fais pas directement. Vous diriez, il faut couper ces ficelles-là. Comment on fait? Comment on change? Moi j'ai fait passer les oraux, vous savez, des écoles de journalisme, j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant des années. Mais ce qui me sidérait, chers confrères, c'est qu'ils pensaient la même chose, même sur les films, ils aimaient les mêmes films. Ils lisaient les mêmes choses. Et personne ne les oblige à aimer les mêmes films, personne ne les oblige à lire les mêmes choses, ou à lire rien du tout pour dire un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu, je vais vous raconter une anecdote, je m'excuse, je finis là, par une anecdote pour dire, donc je faisais une émission pendant 2 ans et demi sur iTélé, qui est dans le groupe Canal. Moi, quand je suis arrivé dans le groupe Canal, je me suis dit, ah ben le groupe Canal, c'est un groupe impertinent, donc tu vas pouvoir faire. Je reçois... J'ai toujours fait des émissions en direct. Et puis de temps en temps, je ne les faisais pas en direct parce que mes invités ne pouvaient pas venir en direct. Mais je les faisais dans des conditions directes. C'est-à-dire ça durait 9 minutes, il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien. Et je reçois Bernard Lugan. Je fais... Attendez, je raconte, mais vous allez voir comment. Je fais donc l'interview. Et puis, elle est programmée. Le directeur de la rédaction m'appelle, me dit, elle ne passera pas. Je vais à la rédaction, vous imaginez, dans un état d'excitation peut-être un peu exagéré, j'en conviens, on peut s'énerver facilement quand même sur ce terrain-là, et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais c'est pareil, il me dit, c'est un facho. Ah. Je lui dis, tu as lu Bernard Lugan? Je n'ai pas besoin de le lire. J'ai dit, tu as vu l'interview que j'ai faite? Ah mais j'ai pas vu, non, j'ai pas besoin de la voir. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais attendez, personne ne l'a obligé ce garçon-là. C'est pas Méheux, le patron de Canal, qui appelle. Il m'a appelé, je vous raconterai d'autres fois, sur d'autres choses, sur l'argent. D'un coup, ils sont moins rigolos à Canal. Mais sur un truc comme ça, vous avez compris, personne. Et quand je me suis étonné que la rédaction ne se scandalise pas, que sans avoir lu une ligne, sans avoir regardé l'émission, on ne passait pas, je suis allé voir la directrice. Comme je n'avais absolument personne pour être de mon avis, j'ai dit, mais enfin, on a un peu de curiosité. Je croyais que ce groupe, il était impertinent. En plus, je fais une interview, pour ceux qui m'ont regardé, je suppose, j'espère quelques-uns, faire des interviews, c'était rarement très consensuel et très agréable pour les gens qui me recevaient. Et j'aime bien Bernard Lugan, mais je le reçois en le critiquant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas lui cirer les pompes pendant un quart d'heure. Ça n'a aucun intérêt pour moi, pour les auditeurs et même pour lui. Donc, ça fait... On en est là. Ça veut dire que ce sont les journalistes qui sont le premier problème. Et ça, c'est un problème sans fin. Parce ils viennent des mêmes milieux, ils pensent la même chose, ils sont formés par les mêmes écoles, et ils ne sont pas là. Ils ne vous entendent pas, ils pensent que vous êtes un facho. Avant que vous ayez l'énergie pour que ces connards changent d'avis, bonjour. Ce que vous
Ce que vous voulez dire, Monsieur Ménard, c'est que maintenant la télévision et aussi la presse a choisi un bon et un gentil. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant au niveau des médias. On a toujours fonctionné comme ça. Moi non, mes souvenirs, moi je suis né à Beaumont, dans les années 60-70, il y avait la crise au Vietnam, on avait des débats, il y avait les bombes en napalm, on parle de guerre, hein, on parle de guerre internationale. Moi j'ai plus l'impression qu'on a des médias aujourd'hui qui nous incitent. Moi ce qui m'inquiète de plus en plus, là j'ai 50 ans, je vois une troisième guerre qui se profile à l'horizon. Et on part comme des moutons, au-delà du droit international, parce que quand on a vu la situation en Libye, et surtout les images truquées de la télévision Al Jazeera, qui reconnaît d'ailleurs avec Abdel Jalil, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, qui était interviewé par la télévision russe, qui reconnaît que tout a été monté dans un studio, vous savez, la prise de Bab al-Aziza. Ils se sont même trompés sur l'effigie, sur la grue qui n'était plus là, etc. Parce que tout a été manipulé. Apparemment, les médias de France ont repris, donc on ne cherche pas à comprendre, parce qu'il faut toujours un méchant. Donc, Kadhafi, il a été toujours montré comme un méchant pendant ces 20 ans. Attendez. Non mais attendez, je termine. Objectivement, c'est un salaud. Non mais je m'en fous, je m'en fous royalement. Vous n'allez pas commencer à me dire parce que je parle de Kadhafi comme ça que je suis avec Kadhafi. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Moi, je parle au niveau du travail des médias, de la presse. J'ai des amis, parce que moi je viens du Nord-Pas-de-Calais, de l'école du journalisme, avec ce qu'on apprend dans le journalisme, l'objectivité, même des journalistes eux-mêmes qui se plaignent, parce qu'ils travaillent aussi dans des sites tels que Acrimat, qui travaillent dans la presse et dans les médias, qui se plaignent eux-mêmes d'une pression, peut-être des garde-fous. C'est parce que vous dites, c'est les journalistes qui se font peut-être eux-mêmes des garde-fous. On va suivre le mouvement. On va dire que Asselineau c'est un facho, on va suivre que Asselineau c'est un facho. Moi, ce que j'ai pu, quand j'ai rencontré Asselineau sur Paris, c'est le temps de parole pour un candidat. Donc il faut voir aussi, tout candidat politique a un droit de parole pour au moins présenter son programme. Est-ce qu'on a vu Asselineau à la télévision? Est-ce qu'on l'a vu présenter son programme? Pas du tout. Alors il y a quand même des choses où on se pose des questions, nous, aujourd'hui, en 2012. Je me pose la question, que deviennent nos médias? Que deviennent cette presse? Vous avez peut-être raison. J'ai des amis journalistes qui pensent comme vous en me disant « Mais non, Karim, ils se font des garde-fous, ils se disent « Mais non, c'est pas comme ça ». Ils disent « Bon, on va rester comme ça parce qu'on est dans la mouvance ». Mais où est le travail d'investigation? Où on cherche à comprendre? Là, quand vous voyez la réalité, je ne veux pas vous expliquer tout le parcours qu'on a pu faire de Tripoli, Zliten, Misrata, ce qu'on a vu faire par l'OTAN. On passait à la télévision libyenne, la propagande libyenne nous montrait donc une délégation de l'Occident qui venait visiter les bombardements de l'OTAN. On voyait les maisons bombardées. Le soir même, on bombardait le quartier. On revoyait le soir même à l'hôpital les gens qui nous avaient accueillis, plus de tête, plus de bras, morts, etc. Plus de 300 personnes mortes le même jour. Je me dis, c'est pas possible. Quand on est venu ici pour faire une manifestation place de la République le 3 septembre 2011, 300 personnes. Et là, on se pose des questions. On dit, mais c'est pas possible. Les gens, ils sont pas au courant. Non, ils sont pas au courant. Vous savez, à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité. On a eu une deuxième manifestation le 15 octobre. La même chose. D'où la nécessité de réfléchir, le monde syndical, associatif, de créer un collectif. Cette politique étrangère, pas en notre nom. Et pour nous, les médias ont une grande responsabilité. Et pour terminer là, je reviens sur l'affaire de l'Irak. Je sais pas si vous vous rappelez tous ici dans la salle. On a eu un Chirac et un Villepin qui avaient dit non au conflit irakien. Que disaient les médias pendant ce temps-là? Aucun ne suivait, même le fameux discours à l'ONU de Villepin, personne ne l'a entendu dans les médias. Tout ce qu'on a pu... Non, il prenait que des bribes, j'ai toutes les traces. Hein. Tout ce qu'on a pu comprendre, on a vu la guerre chirurgicale, on a vu les bombardements de quartiers, près d'1 million de morts d'enfants suite à l'embargo, où Madeleine Albright se permettait de dire c'était le sacrifice à payer. Aujourd'hui, maintenant, on se permet de faire un embargo à la Syrie. Et après, on va dire, mais non, mais t'es avec les dictateurs. Mais non, je suis pas avec les dictateurs. Qui me permet? Est-ce que je suis syrien pour penser à la place des Syriens? Est-ce que je suis libyen pour penser à la place des Libyens? Laissons ces peuples. Quand ils feront leur révolution, ils feront leur révolution, mais c'est pas à nous faire le côté... Avant, on avait le prétexte de la civilisation pour pouvoir se justifier pour aller bombarder ou pour aller coloniser. Là, aujourd'hui, on va parler de la démocratisation. Ce que j'ai pu constater, moi, à Benghazi, quand j'étais sur place... Tout de suite, le puits de pétrole, c'était les forces de l'OTAN qui étaient autour. Tout ce que j'ai vu des Allahu Akbar, vous savez, avec le 4x4, les moustaches rasées, Allahu Akbar, ils rentraient dans le village, ils avaient tous peur parce que c'était le peuple libyen qui était armé. C'est ce qui nous avait choqué aussi. On dit, comment ça se fait? Ils sont tous armés. Le pauvre Kadhafi, il n'avait pas d'armée, c'était tribal, c'était la Jamaïa, son livre vert, il se prenait pour le guide. C'était son truc. Mais il détruisait les kalachnikovs au peuple, le peuple se défendait, et puis c'est tout, il n'y avait pas de coordination. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment
venir ces fameux rebelles, parce que nous, on était en ligne, en téléphone, au Tripoli le dernier jour avec les gens qui sont arrivés par Tripoli, c'était des forces étrangères, des mercenaires, c'était le Dollaro Akbar qui était derrière avec le Qatar. Voilà, tout simplement. Bon, là, c'est un autre débat. Là, c'est un débat sur plus le droit d'ingérence ou non que le rôle des médias. Mais juste pour terminer, qu'on s'écarte de la question. On a fait un courrier à Al Jazeera, plutôt au CSA, pour interdire Al Jazeera, par rapport aux images mensonges qui ont été reprises par les médias, parce qu'on a toutes les preuves. Et surtout l'appel au meurtre. Non, mais l'appel au meurtre de Kardawi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il l'a fait aussi pour Assad. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Ce qu'on nous a répondu, là on a reçu la réponse, on a fait la lettre quand on est arrivé il y a à peu près 7 mois. On a reçu la réponse il y a 10 jours peut-être, que ça commence un petit peu à prendre conscience, que cette télévision fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans nos familles, parce que bon, c'est en arabe, avec c'est dans le câble, il faut voir ce que... Et puis c'est aussi, il faut se dire aussi la vérité. C'est pas des pays qui sont républicains comme nous. Ce sont des petits roitelets. Bon, vous avez été au Qatar, vous connaissez le système, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Vous connaissez l'Arabie Saoudite, la femme ne peut même pas conduire une voiture. Vous allez me dire que nous, Français, on va se retrouver alliés avec ces roitelets pour dégager les pays laïques et républicains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et pour terminer... On a eu 7 manifestations, 7 interventions. La dernière, l'avant-dernière, c'était à Sciences Politiques avec M. Fabius, qui voulait nous faire un cours avec des journalistes qui étaient déjà précisés à l'avance sur la politique arabe française. Vous savez d'où venaient ces journalistes ? Il y en avait un d'Arabie Saoudite, il y en avait un du Qatar. On se demandait, mais et les autres journalistes, ils sont où ? Non, et puis pauvre Fabius. Et puis il s'était focalisé que sur l'Iran. Parce que la politique arabe, c'est l'Iran. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer ? Là, on est dans le constat. On n'a pas besoin de collectif derrière. Oui, je veux juste revenir au cas Asselineau. C'était très important ce que vous disiez. Donc, si on a bien compris, le pire ennemi des journalistes, c'est le journaliste lui-même. Pour quelqu'un comme Asselineau, qu'on refuse de médiatiser, alors pour qu'il se fasse connaître, il faut qu'il soit médiatisé. Donc on voit bien qu'ici, c'est bien le serpent qui se mord la queue. Est-ce que M. Asselineau et tous ses sympathisants qui sont là présents aujourd'hui doivent s'acharner à passer à tout prix à la télé ou dans les radios dits mainstream, ou est-ce qu'il a plutôt intérêt à développer son propre média alternatif parce qu'on dresse des constats, mais après les solutions, là, comment on déverrouille ce blocage, le terme est peut-être mal choisi, mais médiatique. Comment quelqu'un comme Asselineau peut mettre les chances de son côté pour se faire connaître, et pour se faire connaître, il faut qu'il se fasse de toute façon médiatiser. Donc là, on est dans une impasse. Vous voyez l'idée ? Plutôt à vous de répondre. En 2 mots, si je peux me permettre. Moi, je crois que le choix, il n'est pas entre... on laisse tomber les grands médias et on choisit que les médias alternatifs. Je crois que c'est suicidaire de faire ça, parce que ça reste essentiel. Je veux dire, on a beau dire, on peut être content d'être sur un certain nombre de médias sur Internet et tout. Le gros de l'information, y compris ce qui ensuite refournira de l'information Internet, c'est les médias mainstream, comme vous le dites. Aujourd'hui, abandonner ces médias-là, en gros, à l'UMP et au PS pour faire un peu court, je pense que ce serait un suicide pour un parti politique. Moi, les gens m'ont dit, mais si t'es pas content, t'as qu'à aller sur Internet. Mais je veux pas rester que sur Internet. Parce qu'on le sait bien, on a beau dire le contraire, on sait bien que... Mais même M. Asselineau, s'il fait un texte... François, vous me coupez si je dis une bêtise, entre la version papier du Monde et la version Internet du Monde, qu'est-ce qui vous fera le plus plaisir? Qu'est-ce qui comptera le plus pour vous? Ben voilà, c'est la réponse, elle va de soi, que même pour un média comme ça, on en est encore à savoir que c'est quand même la version papier qui reste la version royale qui sur le terrain de la politique. Peut-être sur d'autres terrains, c'est pas vrai. C'est ce qui compte. Quand vous parliez, s'il y avait eu, je sais pas, tel le Acrimed qui fait quelque chose sur ce qui vous arrive, ça vous fait plaisir, mais en fait, ça vous fait une belle jambe. Ce que vous avez envie, c'est que ce soit TF1 ou France 2 qui soit à votre manifestation et qui en parle. Les médias publics, de la télévision publique, républicaine, voilà. Je me permets de dire ça. Mais M. Asselineau... Je vais parler rapidement, parce que comme j'ai beaucoup parlé dans les tables rondes antérieures et qu'il y a ici des personnes qui ne se sont pas encore exprimées, je ne veux pas monopoliser la parole. D'abord, quand même, je voudrais remercier ici
les deux journalistes qui sont ici présents, Robert Ménard et Inès Benadjaoud, sont les deux qui... L'un qui m'a invité très longuement, je n'ai jamais été invité aussi longuement sur Sud Radio, où il m'a un peu... Mais c'était très bien, et ça nous a d'ailleurs valu, dans les jours qui ont suivi, ça a tout changé. C'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi, on a eu 20 à 25 inscriptions par jour sur notre page Facebook, avec des pointes à 40 ou 50, et puis on a vu arriver des dizaines, parfois 8, 9, 10, 12 adhésions par jour. Le simple fait d'être passé pendant 50 minutes avec... Quoi ? Si on enlève les plages de publicité, c'était peut-être, je ne sais pas, 35 minutes. Inès m'a très très gentiment invité sur un site qui s'appelle OpiNews. Évidemment, c'était très gentil, mais c'était évidemment, ça n'avait pas le même impact, bien entendu, sur les évolutions. Donc, il est bien évident que l'on ne peut pas faire abstraction des grands médias. Lorsqu'on publie un document sur notre page Facebook, actuellement, on n'a pas exactement les chiffres, mais enfin, on peut deviner qu'il y a quelque chose comme entre 4000 et 7000 personnes qui, chaque jour, y viennent. Ce qui n'est pas mal. Mais je n'oublie pas que le 20h de TF1, ça peut monter jusqu'à 12 millions de téléspectateurs d'un seul coup. Alors, on a une anecdote qui veut... À vrai dire, personnellement, j'avoue que je me pose des questions. L'anecdote, elle est arrivée hier. L'anecdote est la suivante, c'est que on a été approché il y a quelques jours par une équipe de France Télévisions, de France 2, donc c'était une journaliste qui m'a dit mais voilà, on va faire une émission d'envoyé spécial. Alors je ne sais pas combien c'est d'auditeurs, de téléspectateurs, mais il y a peut-être 2-3 millions de téléspectateurs pour envoyé spécial. Et elle m'a dit on va essayer de faire une émission sur les problèmes de Wikipédia. Et nous avons remarqué que vous posez un problème à Wikipédia, donc on voudrait savoir si vous voudriez nous faire une interview. Alors évidemment, moi, dans ma tête, je me suis dit 4 millions de téléspectateurs, même si on dit que je suis un facho, il y aura quand même 1% des gens qui connaîtront d'un seul coup l'UPR, et donc ça va faire d'un seul 40 000 personnes d'un seul coup qui vont aller sur notre site, donc ça, on va tout exploser. Bon. Alors, je lui ai dit oui, et puis elle me dit mais comment est-ce que on pourrait faire, parce que ça serait bien de vous voir à votre siège social. Je dis mais on n'a pas de siège social, on est trop petit. Elle me dit mais il faudrait qu'on vous voie avec un ordinateur. Je dis ça, on peut faire ça avec un ordinateur. Mais elle me dit ça serait bien qu'on vous voie avec certains de vos cadres et militants. Je dis bah écoutez, c'est très bien d'ailleurs. Ça tombe pas mal parce que figurez-vous que nous organisons une université. Elle me dit oui, je suis au courant. C'est à Annecy. D'ailleurs, on aimerait bien venir. Alors, depuis lors, je me pose des questions parce que je pense à ce proverbe chinois qui dit « Celui qui vient n'est pas gentil, celui qui ne vient pas est gentil ». Alors, je me dis « Mais qu'est-ce que finalement cette équipe de France Télévisions me cherche ?» En tout cas, nous les avons reçus hier. Ils sont venus, elle est venue avec un caméraman, et elle a fait une prise, ça a duré 2h30, ils m'ont filmé sous toutes les coutures, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous allez voir comme moi, je ne sais pas. Elle m'a dit en partant, elle m'a dit, peut-être que vous serez déçus. Peut-être que ça passera il y aura une séance de 2 minutes. Moi, je me dis, c'est formidable, déjà, s'il y a 2 minutes. Mais donc, je me pose... J'arrête ici mon propos, qui est un peu... C'est pas tout à fait une anecdote, parce que ça nous a quand même préoccupés. On a Céline, à qui je voudrais rendre hommage, qui a fait ici un travail extraordinaire pour rechercher les médias. Donc, j'ai été invité hier sur France Mont-Blanc, Télé Mont-Blanc, TV8, pour le journal télévisé. Donc, ils m'ont accordé 4 minutes. Et la journaliste m'interviewe et me dit, elle me présente au journal en disant voilà, ils font leur université à Doulsard. Et donc, M. Asselineau, votre parti propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, vous parlez comme le Front National. C'est la première chose qu'elle me dit. Donc, en fait, je suis un facho, quoi. Voilà. Bon, ça a duré 4 minutes. Mais ce que je me pose comme question, et là, je le dis devant Robert Ménard ou devant je ne sais pas qui, ou Inès, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu, l'équipe de France Télévisions ? Est-ce que c'est par création spontanée d'un seul coup, ils ont entendu parler de moi et se sont dit tiens, on va aller faire un reportage ?
Mais elle avait tout un dossier. Hein. Elle m'a dit oui, on a vu. D'ailleurs, il y a des maires qui essayent d'avoir des notices Wikipédia qui ne sont pas, ça ne marche pas. Donc on a contacté Wikipédia. Maintenant, ils opposent la jurisprudence à Asselineau. La jurisprudence à Asselineau, c'est pas de notice Wikipédia. Alors on est venu vous voir et puis alors on a regardé. Elle m'a fait montrer. On est allé voir les partis comme le parti du plaisir de Cindy Lee, qui a sa notice Wikipédia, alors qu'il doit y avoir 15 personnes à tout casser dans son mouvement politique, alors que nous, vous voyez, nous, on n'a pas la notice Wikipédia. Ça nous est interdit, refusé. On a comme ça de débats et d'interdictions qui nous ont été opposés. Ils ont filmé ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'objectif, c'est de nous nuire ? Est-ce qu'ils vont faire un truc en disant, voilà, on a filmé un nouveau parti facho ? Alors qu'il, bien entendu, il y a... Enfin, vous le savez, vous nous connaissez, on est au contraire, je pense, le parti le plus républicain qui soit, le plus fondé... je me fonde constamment sur les questions de droit, de respect des traités, de respect des contrats, de respect des constitutions. Nous nous prévalons toujours des plus hautes valeurs républicaines. Et est-ce qu'ils vont nous sortir un truc comme ça, une pure calomnie, mais contre laquelle on ne pourra pas se défendre ? Ou bien est-ce que c'est le hasard ? Ou bien est-ce que c'est une façon biaisée pour nous faire connaître sans se mêler ? Je ne sais pas. Je vous livre cette réflexion. Moi, je vous renvoie une question. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire connaître via le bad buzz ? Est-ce que c'est une forme de médiatisation pour vous ou pas ? Est-ce qu'il vaut mieux un bon bad buzz qu'un silence médiatique ? Un bad buzz, pour l'expliquer, un mauvais coup de pub, quoi. C'est jamais très agréable, les mauvais coups de pute. Je dis pub. Ah, pardon. Ça, c'est ouais. Je me rappelle quand même. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mais j'ai dit publicité, je sais pas d'autre chose. Alors, je me rappelle, je suis pas uniquement un techno, enfin je suis un autre techno, j'avais fait HEC, je me rappelle, j'avais fait option marketing, et on nous avait enseigné, peu importe qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de vous. C'est pas bon. Mais cela étant, ce que je sais aussi, d'abord c'est extrêmement désagréable, parce que je suis un individu sensible. Donc c'est extrêmement désagréable d'être incriminé sur des choses qui sont le contraire de tout ce en quoi on croit. C'est de vous reprocher, à moi, de me reprocher d'être fâcheux, alors que justement, j'estime que nous sommes le parti le plus démocrate, on le voit d'ailleurs, et le plus républicain qui soit. Donc c'est extrêmement... Je trouve personnellement que c'est dur à vivre, et puis je pense, si j'essaie de raisonner sainement, je pense que ça n'est pas très bon, sous un certain angle, d'avoir cette espèce de tunique de Nessus. Vous connaissez cette expression, c'était sous l'Antiquité, c'est un mythe, une mythologie, c'est-à-dire cette tunique, vous vous revêtissez, et après vous ne pouvez plus la retirer. C'est-à-dire qu'après vous êtes catalogué, vous avez une... Voilà. Donc pour l'instant, je ne souhaite pas spécialement le bad buzz, je souhaiterais simplement être connu pour ce que nous disons vraiment. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas lui cirer les pompes, mais c'est vrai que Robert Ménard, comme d'ailleurs Inès, quand ils nous ont invités, quand ils m'ont invité, ils n'ont laissé quand même parler et laissé un peu prononcer. Je voudrais remercier, il y a d'autres personnes, Abdelkrim Branin, qui est d'ailleurs dans la salle, qui sera à la prochaine table ronde de Beurre FM, qui a fait pareil. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, qui m'a invité de temps en temps, qui a fait pareil. Donc il y a quand même une déontologie d'un certain nombre de journalistes. Ils sont là pour titiller, c'est bien normal, parce que sinon d'ailleurs tout le monde s'endort. Et puis c'est bien d'être poussé dans ces retranchements, mais ils ont fait moi ce que j'appelle faire son travail avec professionnalisme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vont faire ceux de France Télévisions ? Rendez-vous sur le prochain envoyé spécial. Peut-être que je n'y serai pas du tout. Alain Benajam, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on arrive à déverrouiller ce blocage entre guillemets médiatique ? Quelles sont les méthodes de contournement qui existent ou qui peuvent être inventées ou qui ont existé auparavant ? Je ne pense pas qu'on puisse le déverrouiller. C'est totalement impossible parce que ce système est bien verrouillé et que la puissance impériale ou impérialiste
fait extrêmement attention que ces journalistes délivrent toujours la bonne parole. Alors que cela soit des crétins, comme le décrit Robert Ménard, qui sont en bas de plafond et que tous, finalement, mécaniquement, par entraînement, finissent par penser la même chose, ou qu'ils aient un fil à la patte directement qui les relie au maître à Washington. Ça, c'est une grande question. Robert Ménard a donné son avis. Moi, je me pose des questions. Je n'ai pas de preuves. Nous avons au réseau Voltaire qu'une expérience. Et aussi, quand même, le fait que Thierry Meyssan a rencontré plusieurs fois des journalistes espions en Libye et en Syrie, c'est-à-dire qu'on peut quand même témoigner que parfois, il y a un mélange de genre entre le vrai faux journaliste et le faux vrai agent de renseignement quand celui-ci se trouve sur un théâtre d'opération. Je voudrais livrer quelques expériences, parce qu'on a une expérience extrêmement solide au réseau Voltaire de confrontation face au mur de l'information, et pour nous, qui est piloté par le maître, qui est évidemment déjà celui du 11 septembre. Donc ce sont des témoignages directs. Quand Thierry Meyssan a été invité à la télévision, c'était au début du 11 septembre, hein, pour exposer son livre « L'effroyable imposture ». On sait que c'est Thierry... Ardisson. Le journaliste. Le premier journaliste à l'avoir reçu, c'est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, voilà. Thierry Ardisson, qui a reçu par... on va dire, il n'a pas du tout évalué ce qu'il faisait. Donc Thierry Ardisson nous a témoigné par la suite les énormes pressions qu'il avait eues, c'est-à-dire qu'on lui a dit, écoute, ta télé c'est terminé, si tu continues comme ça, tu feras plus jamais d'émission de télévision. Bon. Le CSA s'est quand même fendu d'un communiqué après cette émission, envoyé à tous les journalistes de France Télévisions, interdisant, donc on l'a ce communiqué, interdisant aux journalistes de recevoir Thierry Meyssan. Qui a donné l'ordre au CSA d'envoyer cette missive aux journalistes? Je n'en sais rien. Qui pilote le CSA? Pourquoi ils ont interdit aux journalistes de recevoir Thierry Meyssan? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous avez une lettre du CSA qui oui, ça je l'ai, je pourrais... il faut me l'envoyer, parce que honnêtement, moi j'ai reçu Thierry Meyssan, vous le savez, et mes confrères ne reçoivent pas Thierry Meyssan, pas parce qu'il y a une circulaire, parce qu'ils pensent un certain nombre qu'il ne faut pas lui donner la parole. Je parle de l'époque où Thierry Meyssan est reçu par Thierry Ardisson et qu'il explique le 11 septembre, dans les jours qui ont suivi cette émission, il y a eu une circulaire qui a été envoyée, c'était en 2002, qui a été envoyée à tous les journalistes, interdisant à ces journalistes de recevoir Thierry Meyssan. Donc la question que je pose, qui a demandé au CSA d'écrire cette lettre? C'est dommage que vous n'ayez pas cette circulaire. Ah ben non, mais je pourrais vous l'envoyer, oui. Hein, puisque c'est pour nous une pièce extrêmement importante. Deuxièmement, quand on a l'ensemble des journalistes ont qualifié Thierry Meyssan de révisionniste et d'antisémite, on a la suite de l'événement, c'est-à-dire que c'est Donald Rumsfeld lui-même qui a dit, voilà, ceux qui contestent la version officielle sur le 11 septembre peuvent ou contestent l'existence de l'Holocauste des Juifs. Ce sont donc des révisionnistes, des antisémites. Par la suite, nous avons vu des petits placards dans tous les journaux. Et vous savez, avant cette affaire du 11 septembre, nous, au Réseau Voltaire, on avait des contacts avec l'ensemble des journalistes, que ce soit au Monde, à Libération, à Marianne. Nous avions des amis journalistes, des gens qu'on rencontrait souvent.
et qu'on connaissait fort bien, et on a eu des heures de conversation avec ces gens-là pour savoir où allait-il basculer. Allait-il basculer dans le fait de dire, eh bien, effectivement, la version officielle du 11 septembre, il y a des problèmes, elle est contestable, ou allait-il basculer dans la version Rumsfeld? Or, il y a eu un placard dans toute la presse, on a vu qu'il y avait des changements, évidemment, de phrases, de peu de choses, mais c'était exactement la même chose partout, y compris ceux qui ont été écrits par nos amis, des gens qu'on connaissait très bien. Il avait marqué Thierry Messant, c'est un révisionniste, c'est un antisémite, puisqu'il conteste cette version officielle. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que, contestant une version officielle, est-ce qu'on est toujours un négationniste au sens de négation de la Shoah? Bon, ça c'est notre propre expérience. Alors évidemment, ensuite on a vu... donc le réseau Voltaire a été créé en 1994. On a commencé à réellement s'occuper d'informations quand on a, durant la guerre de Yougoslavie, fait le parallèle entre l'information dite mainstream et pour nous, c'est pas mainstream, c'est l'information de l'OTAN, donc c'est clair. Et puis l'information qu'on pouvait glaner dans des pays hors OTAN. On a bien vu que dans les pays OTAN, il y avait un type d'information, et dans les pays hors OTAN, il y avait un autre type d'information. Alors, est-ce que les journalistes de l'OTAN sont tous des crétins, et ceux qui ne sont pas dans l'OTAN sont des gens intelligents? Moi, je doute fort le fait de dire que les journalistes de chez nous sont des cons. Non, ce ne sont pas des cons. Ils obéissent alors, évidemment, il y a une filiation. C'est l'OTAN qui appelle, qui dit qu'il faut dire ça. J'en sais rien, moi. Mais enfin, arrêtez. Je ne sais pas. Mais je constate. C'est une vision complotiste, comme ce qu'écrit d'ailleurs Thierry Messant. Voilà, c'est complotiste. Là, c'est bien. Non, mais moi, je l'ai reçu. Attendez. Bien sûr. Attendez, on peut juste dire. Attendez, moi, j'ai reçu Thierry Messant. Je pense que c'est pas vrai quand vous dites. Il conteste la version officielle. Il fait bien plus que contester la version officielle. Ce serait ça poserait aucun problème. Encore une fois, moi, l'an dernier, pour le 11 septembre, je l'ai reçu. Donc, vous ne pouvais pas m'accuser de ne pas lui donner la parole. Ce que je veux dire, c'est penser que l'OTAN donne des ordres. Je vais être pas blessant et tout. C'est même au-delà de l'erreur, ça se pose pas comme ça. Ça se pose comme ça. C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui dites. Non, c'est vous qui le dites. Attendez, bien sûr que Thierry Messant, il est soutenu dans les pays arabes. Il est soutenu dans les pays arabes. Pour quelle raison? Qui l'aide, Thierry Messant, financièrement? J'en sais rien. Qui l'aide financièrement, Thierry Messant? Il n'est pas aidé financièrement. Qui l'aide financièrement, Thierry Messant? Il a plutôt des soucis oui, c'est économiques. Ça. Il a plutôt des soucis économiques. Non, mais attendez. Je veux dire, non, parce qu'on peut vous renvoyer ça. C'est la Syrie. Et vous le savez en plus de ça. Mais attendez, ça m'enlève pas. Attendez, moi je le sais. On va pas discuter. Attendez, ce que je la te dis. Syrie, mais oui, on va le discuter. C'est un autre débat. Moi simplement, je suis désolé. Simplement, moi je dis que il y a un type d'information dans les pays de l'OTAN. Alors, non. Bon. Le seul message que je veux faire passer, et après j'arrête là. Selon. Non, Monsieur Assad, c'est un dictateur. Juste, ça s'appelle comme ça. Souvent, il faut connaître, vous journalistes, je vais vous donner un exemple. Jean-Marie Le Pen était interviewé à la télé avec 3 journalistes. Excusez-moi, vous allez me dire votre avis. Il était interviewé et on lui demandait, mais Assad assassinait l'enfant. Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qui assassine des enfants? Mais il dit, attendez, mais pourquoi vous demandez ça? Assad, il tue son peuple. Vous êtes d'accord avec lui qu'il tue son peuple? Mais finalement, Jean-Marie Le Pen lui dit, mais attendez, vous étiez là-bas, monsieur? Vous avez vu qu'il a assassiné des enfants? Vous étiez là? Il dit, mais j'ai pas besoin d'être là-bas. Est-ce que c'est un journaliste qui a le droit de dire devant des millions de spectateurs qu'Assad assassine des enfants, qu'Assad tue son peuple comme s'il avait de ses propres yeux? C'est un journaliste d'information ou d'opinion d'imposer à des populations l'information? Et même imposer à son invité de dire oui ou non s'il est d'accord avec l'assassinat. C'est pas qu'il est d'accord avec Assad, c'est d'accord qu'Assad puisse assassiner ses enfants. Monsieur, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point précis, que les médias dans le conflit syrien ne se posent aucune question, prennent pour argent comptant
ce que les uns et les autres disent, comme sur le conflit irakien, comme sur le conflit libyen, je suis absolument d'accord. On est dans un formatage médiatique. Oui, on nous entraîne dans une direction. Je suis d'accord. Il n'y a pas de débat. Attendez, je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il faut donner la parole à d'autres gens qui disent autre chose. Le problème de ce que vous dites là, moi jusque-là, je n'ai aucun problème. J'ajoute, en même temps, que je ne suis pas dupe de ce qu'était M. Kadhafi, que je ne suis pas dupe de ce que c'était M. Saddam Hussein et que je ne suis pas dupe de ce qu'est M. Assad. C'est juste ça. Parce que, en général, on a d'un côté des journalistes qui font ce que vous dites là et qui n'est pas acceptable. J'étais avec Jean-Marie Le Pen pendant 3 heures vendredi pour une interview où on a parlé de la Syrie, exactement de ce que vous dites. Mais en même temps, je ne veux pas me retrouver d'un coup dans l'autre camp. Je ne choisis pas mon camp qui consiste à dire... Bon, attendez, qu'est-ce que vous savez de M. Assad? Vous avez quelque chose à lui reprocher? Qu'est-ce que vous savez de M. Kadhafi? Vous avez quelque chose à lui reprocher de M. Saddam Hussein? Enfin, on ne va pas se mettre à défendre des types qui ont eu les politiques pendant des années qu'ils ont eu. C'est juste ça que j'essaye de dire. Sous prétexte de ne pas dire comme les autres, on ne va pas commencer à prendre la défense de gens dont on n'a pas envie sur le fond de défendre. Monsieur Ménard, je suis désolé. Le réseau Voltaire existe depuis 1994. Nous avons fait le conflit de la Yougoslavie. Nous avons suivi le conflit d'Irak. Et nous avons toujours suivi le même protocole, c'est-à-dire d'Irak, de Libye et de Syrie. Toujours le même protocole, qui est de comparer l'information qui est donnée dans les pays de l'OTAN, donc pays, Allemagne, Grande-Bretagne, France, etc., avec l'information qui est donnée dans des pays hors OTAN. Eh bien, on voit qu'il y a une discordance. Ah oui. Il y a une discordance et que l'information qui est donnée dans les pays de l'OTAN, c'est toujours la même, avec les mêmes thèmes. On pourrait dire que c'est des copier-coller. Je crois qu'il y a ici peut-être un malentendu entre Robert Ménard qui a une vision sociologique, c'est-à-dire on a une sociologie de crétins, mais pas d'instructions qui viennent d'en haut, et la vision de Benajam qui est qu'il y a des instructions qui peuvent quelquefois venir d'en haut. Moi, j'aimerais donner un exemple personnel. Je ne veux pas m'écarter d'exemples personnels, bien que j'ai publié des documents sur des cas que je ne connais pas personnellement, mais je crois qu'il serait utile de donner cet exemple parce que j'y étais. En été 92, de nouveau je reviens à la guerre en ex-Yougoslavie, non pas parce que c'est une obsession, mais parce que j'en ai été un témoin direct. L'été 92 a commencé à circuler en Occident l'histoire des camps de concentration, des camps de la mort serbe en Bosnie. On voyait un homme très maigre derrière des barbelés. On a vu un seul homme très maigre derrière des barbelés. C'était la seule preuve d'existence de camps de la mort serbe en ex-Yougoslavie. Comme l'histoire a pris beaucoup d'ampleur et qu'elle était entièrement auto-référencée, comme l'a expliqué Robert Ménard, les journalistes prennent des renseignements auprès d'autres journalistes, c'est-à-dire que quelqu'un a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, mais l'ours, bon, voilà. À l'automne 92 a été organisé un voyage de presse avec une quarantaine de journalistes, présidé par Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, rescapé des camps de concentration nazis, et donc qui était apparu comme une autorité morale suffisamment élevée pour pouvoir trancher la question de ces camps en les visitant. Donc les parties en présence se sont à peu près mises d'accord pour lui laisser accès à des lieux qui étaient suspectés d'avoir été transformés en camps de la mort. C'est ainsi que son expédition, pendant 3 jours, en hélicoptère, en avion, a parcouru ces divers lieux, notamment les camps qui étaient dans le nord-ouest de la Bosnie, dans la région de Bihac ou de Prijedor ou de Banja Luka, tenus par les Serbes, et qui figuraient partout comme les camps de la mort. Je faisais partie de cette expédition aux côtés d'une quarantaine de journalistes, dont une très forte présence d'une chaîne américaine qui avait le monopole sur le voyage Elie Wiesel. Il y avait une forte présence italienne et il y avait une équipe de France d'Antenne 2 à l'époque qui était emmenée par Jacques Merlino, à l'époque directeur des informations de la chaîne. Nous sommes allés dans ces camps. Nous sommes allés également à Sarajevo, où Elie Wiesel a demandé à voir des lieux qui lui avaient été indiqués cette fois par la partie serbe comme étant des lieux de détention ou de mise à mort de Serbes de Sarajevo. Il n'a pas pu avoir accès à ces lieux.
On lui a simplement pas permis d'y aller, c'est tout. Moi-même, ainsi que d'autres personnes d'origine ex-yougoslave avons dû rester dans l'aéroport de Sarajevo, n'ont pas été admis comme traducteurs dans les lieux. Et au terme du voyage, nous avions constaté beaucoup d'anomalies. En particulier, Jacques Merlino les avait constatées de ses propres yeux, d'anomalies dans le fonctionnement de certains médias. Par exemple, à un moment donné, on a visité un hôpital à Belgrade qui accueillait des infirmes graves de la guerre provenant des deux camps. En général, c'était des civils. Il y avait des musulmans, il y avait des croates, il y avait des serbes, c'était un peu mélangé, c'était un hôpital bien équipé pour ça. Il y avait le chef de poste de l'agence de presse UPI, qui était à l'époque déjà, entre parenthèses, propriété de capitaux, sauf erreur saoudien. Ce chef de poste, qui s'appelait Jonathan Lanter, c'était un journaliste américain, n'a pas daigné s'adresser une seule fois à un malade ou à un médecin de cet hôpital. En revanche, il s'adressait aux autres journalistes. Et j'ai demandé, moi, il ne m'a pas parlé parce qu'il savait que je n'étais pas de la maison, mais j'ai demandé aux journalistes ce qu'il leur avait dit. Et tout le monde m'a dit, il a dit, ne croyez pas, c'est un montage. Lui ne pouvait, c'était évidemment pas un montage, mais lui n'était pas là du tout pour faire du reportage. Il était là pour jouer, pour influencer les autres journalistes. Je ne veux pas croire que cette fonction soit spontanée. Je veux dire, cet homme-là était là comme agent d'influence. D'autre part, lorsque nous avons visité les camps aux alentours de Banja Luka, avec départ de l'aérodrome militaire de Belgrade, cette expédition où il y avait un prix Nobel de la paix et une quarantaine de journalistes éminents a été bloquée à l'aéroport au décollage par une condition qui a été posée par l'État de Croatie. C'est-à-dire, non, il y avait une menace qui provenait de l'État de Croatie. La Croatie avait été informée du survol de cet avion et avait promis de l'abattre. Bon, c'était la guerre, tout peut arriver. Et l'ambassade américaine a dépêché un homme sur le tarmac de l'aéroport en disant « Le seul moyen que cet avion ne soit pas abattu, c'est que cet homme soit dedans. » Un petit bonhomme avec des lunettes. Ce petit bonhomme avec des lunettes, ensuite, a remis à Elie Wiesel un dictaphone en lui disant « Puisque vous allez être transporté dans la voiture du général qui commande la place de Banja Luka, j'aimerais que vous ayez ceci dans votre poche, tout le temps. » Elie Wiesel a pris parce que c'était la condition du voyage. Ensuite, le même petit bonhomme, on l'a surpris, les journalistes l'ont surpris, a distribué aux prisonniers d'un camp de prisonniers militaires du nord de la Bosnie, des cigarettes. On s'est très rapidement aperçu que ce n'étaient pas des cigarettes, que c'était des petits rouleaux avec des phrases. Donc, si on vous demande, répondez ceci. Ça a été identifié, personne n'a écrit là-dessus. En revanche, à la fin du voyage, je me souviens avoir été en face, lors du dernier repas, en face de Jacques Merlino, et je voyais que cet homme faisait une sombre figure, d'abord parce qu'aucune équipe de télévision ne revenait avec ce qu'elle s'attendait à trouver, à savoir des images de camps, de la mort, de prisonniers émaciés, et de témoignages de torture, etc. Rien de tout cela. Les gardiens de ces camps étaient aussi maigres que ceux qui y étaient détenus parce qu'il n'y avait pas de nourriture pour personne. Donc, Jacques Merlino marmonnait quelque chose dans sa barbe. Vous vous en souvenez, c'était un monsieur qui ressemblait à Hercule Poirot avec une moustache et des lunettes rondes. Et puis il marmonnait, il disait c'est scandaleux, c'est scandaleux. On lui a demandé qu'est-ce qui est scandaleux. Il dit tout ceci est un montage. On s'est dit encore la scie anti-serbe, etc. En fait, ce qu'il désignait, c'était l'autre côté. Par la suite, Jacques Merlino a entrepris une enquête qu'il a publiée aux éditions Albin Michel sous le titre « Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire ». D'après mes renseignements, je suis éditeur, ce livre a été tiré à 8000 exemplaires, n'a connu qu'un seul tirage, mais qui s'est vendu en environ un mois. Aucun média français n'a rendu compte de cette enquête. Merlino est allé aux États-Unis interroger le directeur de l'agence de communication qui avait été mandaté pour influencer les journalistes et les décideurs et les gens qui font le buzz. Donc ce livre contenait l'interview d'un personnage qui disait oui bien sûr, on a eu des groupes cibles, des journalistes, la communauté juive, ceci, cela, on leur a raconté des histoires, ils adorent lire ça, on leur a fait le portrait du méchant. Et puis comme ça mangeait pas de pain, ils ont embrayé, tout le monde a marché dans la combine, je suis très content, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est dans le livre. Aujourd'hui, je vous défie de trouver ce livre en France. Jacques Merlino, qui était chef des informations sur France 2, a immédiatement été envoyé comme reporter à Pékin.
et ensuite il a disparu de la circulation. Donc on ne peut quand même pas dire que c'est que des histoires de crétins. Il y a quand même un tout petit peu des histoires d'influence. Oui. Je voudrais faire simplement un petit point d'ordre pour rappeler que l'UPR, c'est l'Union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc nous sommes là pour avoir un débat. Vous l'avez constaté, il y a autour de cette table des personnalités qui ont des opinions assez tranchées, différentes. Moi, je me félicite de ça. Je les remercie toutes, d'ailleurs, d'être venues et de parler avec leur cœur. Je voudrais quand même simplement préciser que, s'agissant de notre mouvement politique, nous voulons rétablir la démocratie, rétablir les débats. Nous ne prenons pas, en l'espèce, parti sur telle ou telle question. Voilà, je me suis exprimé sur la Syrie, je me suis exprimé sur l'OTAN, mais sur les débats, je ne voudrais pas, par exemple, que l'on infère de certains propos qui ont pu être tenus ici, soit que nous soutenons particulièrement ce que dit Robert Ménard, soit que nous soutenons particulièrement ce que dit Alain Benajam ou Thierry Messant. C'est à chacun de se faire son opinion, puisque notre mouvement politique à nous, c'est sur un autre sujet. Nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et rétablir les débats. Voilà, je m'en réjouis, je voulais le préciser, et préciser aussi que cette table ronde vise à parler pas seulement des médias, mais aussi de la démocratie, de la souveraineté, et peut-être d'évoquer aussi ces questions, puisqu'il y a Étienne qui souhaite beaucoup, je crois, intervenir sur la question. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose ? J'ai pas la naïveté de penser qu'il n'y a que l'absence de culture, le mimétisme, le suivisme, la capacité à marcher toujours dans le même sens qui explique uniquement ce qui se passe dans les médias. Je vais vous donner un chiffre. Le 13 septembre 1973, ça vous dit quelque chose ? C'est le coup d'État au Chili. Le 11 septembre 1973, le coup d'État au Chili. Il y a à ce moment-là, je ne sais plus si c'est, je vais le dire de mémoire, faites-moi grâce, 23 ou 25 journalistes américains. On sait depuis, puisque les archives de la CIA ont été déclassifiées sur cette période-là, qu'il y avait 17 journalistes qui étaient appointés par la CIA. Ouais, voilà. Donc, attendez, c'est pas ça que je dis. Je suis conscient de ça. Ce que je veux vous dire, c'est que il s'agit pas de dire, je prends pas, c'est pas l'imbécilité des journalistes qui explique. Je dis que attention d'une vision qui serait qu'une vision manipulatrice. Pour prendre votre exemple. Oui. Pour prendre votre exemple. La première image qu'on voit sur cette affaire-là, sur les camps, c'est ce type qui est maigre comme je ne sais pas quoi, derrière un fil de fer barbelé. Qui diffuse cette image ? ITN. Qui l'utilise ? Non, en France, qui l'utilise massivement ? Comment elle est dans nos têtes ? Elle est parce que c'est dans une campagne de Médecins du Monde. Oui. Rappelez-vous, c'est Médecins du Monde. Bien sûr. Qui prend ça ? Pas parce qu'ils sont... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des manipulations. Moi, je connais Merlino et je sais comment il a payé ça après. Parce que tout le monde devait être pro-bosniaque. Ils ne prennent pas cette image parce qu'ils sont manipulés par la CIA, Médecins du Monde, mais parce que ces imbéciles, en l'occurrence, ils veulent absolument qu'il y ait un gentil, les Bosniaques, et un méchant. Qu'est-ce que ça veut dire être méchant ? La méchanceté absolue, c'est les nazis. Donc tout ce qui peut vous rapprocher des nazis, il se fait que le type en question, il est serbe. Oui. Il est serbe, c'est pour vous dire la folie. Le type dont on dit, regardez comment il est traité derrière des barbelés maigres, rappelant évidemment les camps de concentration nazis, c'est ça qu'il y a derrière, il est serbe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces deux éléments. Il y a évidemment des agents d'influence, mais surtout, on est sur un milieu qui ne demande que ça. Voilà. Moi, je suis allé, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 fois à Sarajevo pendant la guerre. 12 ou 15 fois. Évidemment, quand vous arriviez à Sarajevo, vous aviez le sentiment d'être du côté des gentils, des bons. En face, il y avait des salauds, c'était aussi simple que ça. Les salauds de Serbes qui étaient appalés, qui tiraient, vous savez, avec des fusils à lunettes sur les gens qui passaient, et vous étiez dans le camp des bons. Ce que je veux dire, pour dire ça, c'est que ça collait exactement à tout ce que les journalistes attendent. Les journalistes, ils attendent quoi ? De se retrouver une fois de plus dans un conflit où il y a les bons et les méchants.
Ceux de ma génération, ils se disent, c'est la guerre d'Espagne, rappelez-vous, c'est la guerre d'Espagne, c'est les brigades internationales. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est que il n'y a pas que de la manipulation, je crois qu'elle est minoritaire, la manipulation. Elle est sur un milieu qui ne fonctionne que sur ça, que sur ces schémas-là, qui pensent que tous les Serbes étaient des salauds et tous les Bosniaques étaient gentils. Mais moi, je vois, il n'y avait pas, je me dis, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de journalistes qui a enquêté sur le fait qu'il y avait un certain nombre de gens qui se battaient à Sarajevo, qui étaient des types qui venaient de Tchétchénie, qui venaient d'ailleurs et tout. Personne ne se posait cette question-là. Personne n'allait sur le front. Le front, attendez, il était quand même exactement à 500 mètres. Je veux dire, c'était pas... Certes, il fallait faire les 500 mètres. Je vous le concède, c'était pas facile. Pour se poser ces questions-là. Ce que je veux dire, c'est que personne ne les a empêchés d'aller là. Simplement, il allait de soi qu'on était du bon côté et de l'autre, ils étaient du mauvais. Comme M. Asselineau, comme il a des positions qui sont, en gros, je résume pour mes confrères, contre l'Europe. Qui est contre l'Europe? Qui est le plus contre l'Europe? Vous avez le choix, Marine Le Pen, parce que tout à l'heure, notre ami d'Attaque ne se pose pas les questions d'alliance, mais oui, il y a des gens qui, comme lui, disent à peu près la même chose, qui s'appelle le Front National, mais lui, Attaque. Moi, j'ai vu les gens d'Attaque refuser de venir dans mes émissions parce que j'étais un facho. C'est quand même ça, la liberté d'expression de ces gens-là aussi. C'est quand même ça. Le problème, monsieur Asselineau, c'est comme tant que vous serez assimilé à cette partie de l'échiquier politique qui est l'horreur absolue, avec des raisons. Attendez, moi, je pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas un saint, je vous le dis tout de suite. Je pense ça. Vous payez cette vision manichéenne des médias qui fait plus de dégâts encore que toutes les opérations de manipulation du monde. Et puis je pourrais en citer comme vous, il y en a 50 dans 50 conflits. Est-ce que vous connaissez l'ouvrage de Eric Hoffer qui s'intitule The Perfect Believer? Malheureusement, il n'a pas été traduit en français, j'aimerais le faire une fois. C'est un ouvrage de 1957, écrit par un philosophe autodidacte, comme il y en a chez les anglo-saxons, mais un homme qui avait beaucoup d'acuité d'esprit, et qui explique comment on manipule la personne qui est prête à croire. Que ce soit un téléspectateur ou un fanatique religieux, les mécanismes sont à peu près les mêmes. Eh bien, ce livre, on découvre que c'est un livre de chevet de ceux qui, par la suite, donnent les petits coups, n'est-ce pas? Parce que la planche est déjà savonnée par le manque de curiosité, le conformisme sociologique, etc. Et il suffit de donner un tout petit coup pour que ça glisse tout seul. Mais le petit coup, il faut savoir le donner, parce que la planche est savonnée d'une certaine façon. Elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Donc on ne peut pas faire, par exemple, au profit des idées d'Asselineau, le petit coup de pouce pour que ça déclenche une avalanche. C'est dans l'autre sens qu'elle est savonnée. C'est la fabrication du consentement, voilà. Chomsky, ça équivaut à peu près. Alors, on n'a pas entendu Étienne Chouard, je vois qu'il a pris des notes de façon... Vous allez nous pondre quelque chose là. Alors, Étienne Chouard, est-ce qu'on y arrive avec ou sans les journalistes? À mon avis, il n'y a pas de démocratie possible sans de véritables journalistes. Les journalistes devraient être des sentinelles du peuple, donc elles devraient être indépendantes. Et on a un petit peu le même problème, je dirais, avec les journalistes que celui qu'on a avec des juges. On a besoin de journalistes vraiment indépendants. D'ailleurs, dans le programme du CNR, ils l'avaient identifié, ils avaient bien vu que pendant la guerre, les journaux étaient va-t-en-guerre et qu'ils avaient été largement responsables, qu'ils avaient collaboré, et donc les gens du Conseil national de la résistance prônaient dans des institutions une protection des journalistes contre l'appropriation par les plus riches. Et donc je pense qu'on a exactement le même problème. On est en train, comme tout à l'heure, de discuter de choses essentielles qui sont les conséquences d'une cause commune. Je pense que notre corps social a besoin d'institutions, c'est-à-dire de textes supérieurs qui protègent les citoyens qui veulent être journalistes comme on protège les citoyens qui veulent être juges. Et à mon avis, on peut faire de la même façon, c'est-à-dire qu'en décidant de payer nous-mêmes les journalistes. Alors, je défends évidemment pas les journalistes d'État qui seraient contrôlés par l'exécutif. Évidemment, je pense pas ça. Je pense à des juges. Des juges dans un système qui fonctionne bien sont des gens que nous, citoyens, décidons de payer parce qu'on veut pas qu'ils soient payés par des acteurs privés, parce qu'on sait que ça va limiter leur liberté de conscience. Nous voulons, nous, citoyens, payer ces journalistes et interdire à tous les organes institués, donc l'exécutif, le législatif, tous les autres organes, on leur interdit de les influencer. Ça ne donne pas un système parfait, mais ça donnerait une meilleure indépendance sûrement qu'aujourd'hui. Mais il me semble que
pour être éclairé, une opinion a besoin d'être bien informée. Donc nous avons absolument besoin, c'est littéralement central, la qualité de l'information pour que l'opinion puisse se former dans de bonnes conditions. Et c'est absolument dramatique de laisser les acteurs les plus riches acheter les médias. C'est pourquoi Rothschild achète Libération, c'est pas pour gagner de l'argent, elle en perd, c'est pour autre chose. C'est pour... chacun remplira les cases comme il le veut, mais pourquoi une autre banque, pourquoi la Banque Lazare achète Le Monde ? Pourquoi une autre banque achète Le Monde ? Pourquoi Lagardère et Dassault, qui sont deux marchands de canons, possèdent les 3/4 de la presse et la quasi-totalité de l'édition ? C'est extrêmement dangereux. Et ça donne... je pense que c'est largement une explication de l'ambiance va-t-en-guerre qui règne en ce moment, où ceux qui résistent à la propagande de guerre, parce que quand on va en Libye, on est un pays en guerre, et on a forcément une propagande de guerre. Et pareillement, en Libye, qui va subir la guerre, ils ont aussi une propagande. Et il me semble que pour avoir une bonne information, nous avons besoin d'entendre les deux propagandes et d'entendre en plus le son de cloche des journalistes partout dans le monde. Et donc il est très important, évidemment, qu'on ait toute l'information, les informations contradictoires. Mais je pense que nous plaindre de la mauvaise qualité de l'information, des manipulations de l'information, de la déviance de l'information, alors qu'on voit bien que les journalistes se font acheter et donc rendent des comptes à leurs propriétaires. Sinon, ils sont... C'est Chomsky explique très bien qu'il n'y a pas besoin de leur donner des ordres. Il suffit de les recruter étant déjà libéraux. C'est-à-dire que ce que dit Chomsky, c'est les journalistes le présentateur à la télé est recruté parmi une population ultralibérale, et après ça, il n'y a plus besoin de lui donner des consignes. Très naturellement et sans avoir l'impression du tout, en ayant l'impression d'être parfaitement libre, cette personne va défendre un point de vue libéral. Et je pense que c'est largement comme ça que s'effectue la corruption des journalistes. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est parce que nous avons complètement renoncé à écrire nous-mêmes la Constitution, notre contrat social qui nous protégerait contre ces déviances au plus haut niveau du droit, d'une façon qui soit totalement inaccessible aux journalistes, aux parlementaires, aux exécutifs. Il faudrait que... Et là, c'est mon antienne, c'est ma rengaine, il me semble, parce que en fait, c'est l'analyse qui m'amène, puisque je cherche à chaque fois la cause des problèmes, parce que je sais que si je m'en prends aux conséquences, je ne réglerai rien. Il se trouve qu'à chaque fois, pour la monnaie, je retombe sur la Constitution, et donc notre désaffection, c'est pas seulement la Constitution la solution, c'est nous qui... commençons enfin à nous préoccuper de la Constitution. C'est le corps social, chacun des individus qui, au lieu de s'en foutre, se met à se préoccuper de fabriquer son contrat social, de prendre la politique au plus haut niveau du droit au lieu de le prendre au plus bas, et écrire. Et alors, à chaque fois, donc, quand on réfléchit sur la monnaie, on tombe sur nous qui avons renoncé à écrire la Constitution, donc à protéger notre monnaie. Quand on réfléchit aux médias, on retombe sur nous qui avons renoncé à écrire la Constitution, et donc écrire les règles qui protégeraient l'indépendance des médias, etc. Donc il me semble que le problème médiatique que nous vivons est une conséquence de plus de la totale absence de démocratie dans laquelle nous vivons. La solution du problème passe effectivement par l'analyse de ces manifestations, mais après ça, il faut absolument remonter à la cause et nous chercher quelles sont les règles chercher quelles sont les règles qui permettraient au plus haut niveau du droit de nous protéger. Mais en fait, il faut qu'on arrête d'appeler démocratie, il faut que nous-mêmes remettions les mots à l'endroit. Il faudrait arrêter d'appeler une constitution ce qui est une prison alors que ça devrait nous protéger. On arrête d'appeler démocratie ce qui est son contraire. Nous sommes en plutocratie, c'est-à-dire le régime où ce sont les plus riches qui dirigent. Et c'est par construction. L'élection donne le pouvoir aux riches. Et donc, il me semble que nous devrions, si on veut parler de démocratie, il faut qu'on parle un petit peu de tirage au sort. Pardon d'être un peu terre-à-terre par rapport au tirage au sort. Je sais votre intérêt pour ça. J'ai remarqué pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Non. Moi je suis plus pragmatique. Je serai un homme politique. Je me pose des questions. Par exemple, est-ce que l'information du service public, elle est sensiblement différente que des médias privés ? Non. Ça veut dire que les propriétaires des médias sont pas essentiels dans cette affaire-là. Est-ce qu'aujourd'hui
Attendez, pardon. Est-ce qu'on peut juste débattre ici ou c'est comme à la télé, on n'a pas le droit d'avoir un certain nombre de points de vue? Non. On va laisser après 2-3 questions publiques. Honnêtement, oui, on recrute les mêmes. Ça veut bien dire que c'est pas le problème de la propriété des médias. Non, ça veut dire que c'est pas ça la question. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est même pas de l'exigence d'une espèce d'indépendance. Moi, je demanderais même pas ça aux journalistes. Parce que, au fond, ça me choque pas, moi, j'ai toujours fait des émissions où je disais ce que je pensais, j'étais guère objectif dans ce que je dis. Ce que je demande pas ce que je demande aux journalistes, ce que je demanderais seulement aux journalistes, c'est donner la parole aux uns et aux autres, à un point de vue, à un autre point de vue. Moi, ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui d'autre chose sur la Syrie que le seul point de vue de l'armée syrienne libre. C'est juste ça que je leur demande. Je leur demande d'entendre l'autre point de vue. Si déjà il y avait ça, mais ce serait une révolution. Attendez, moi je travaillais dans une chaîne d'information. Alors vous savez comment c'est une chaîne d'information? C'est 20 fois la même chose dans la journée, encore 20 fois en deçà de la réalité. Sauf que c'est 20 fois la même chose. Ça veut dire sur la prise de Benghazi, les chars qui arrivaient sur Benghazi, 200 fois, qu'est-ce que j'ai, alors pas 20 fois, 200 fois j'ai entendu, heureusement qu'on est intervenu, la colonne sur Benghazi allait arriver, et vous savez, détruire Benghazi, heureusement. Mais il y a des gens qui disaient le contraire de ça. Moi j'ai dit à mes gens dans ma rédaction, j'ai dit, peut-être que face aux 200 versions exactement la même, peut-être qu'on pourrait une fois entendre l'autre version. C'est juste ça. Je pense, vous avez compris, je pense que je dis pas qu'il ne faut pas tirer au sort nos élus. Je me garderai bien de dire qu'il faut... Non, je plaisante pas. Commencez par tirer au sort les journalistes. Très bien. Mais j'ai lu ce que vous avez écrit, je trouve que c'est sidérant. Mais ça, moi, je suis pour. Moi, je suis absolument moi, je trouve pour. que ça me fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je trouve la biodiversité, y compris en politique, est garantie par l'ALEA. Vous avez raison. Non, je finis juste pour dire en attendant, je pense que je serai ce parti, je dirais juste, j'exigerai qu'il y ait des points de vue différents. Comment faire autrement qu'avec le tirage au sort? Mais si c'est une volonté des gens. Le problème, c'est que vous allez exiger ce qui est parfaitement utopique parce que vous ne l'obtiendrez jamais. Sauf si vous écrivez vous-même la Constitution. Pour moi, on peut aussi dire qu'on arrête tout de suite. Je ne sais pas pourquoi on se réunit. On discute. Moi, je rentre chez moi, ça va très bien et on arrête. Il y avait un point du débat. Vous avez éclairé une partie du débat. Vous avez une thèse qui d'ailleurs, je suis d'accord sur cette partie-là. Les journalistes sont-ils des crétins ou ont-ils un fil à la patte? Alors, on arrive au terme du débat, on pense un peu des deux. Maintenant, est-ce qu'il est possible que dans un système où l'information est tellement importante, où on fait des guerres avec l'information, c'est-à-dire on commence à diaboliser des gens. Quand on a fait la guerre de Libye, on a diabolisé Kadhafi, puis a diabolisé Assad, et donc là, il y a une préparation médiatique comme il y a une préparation d'artillerie. C'est la même chose. Le système médiatique fait partie du système guerrier. Donc moi, mon point de vue, peut-être que j'ai tort, c'est que obtenir ce que dit Étienne Chouard, c'est très très bien, mais je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Dans le système aujourd'hui de l'OTAN qui règne sur notre pays, c'est impossible. C'est mon point de vue. Mais Alain, vous faites des constats, mais vous proposez quoi concrètement du coup? Sortir de l'OTAN. Ça va régler ça. C'est tout. C'est pour ça que je suis là. Sortir de l'OTAN. C'est pareil. On peut vous faire la même réponse. C'est pareil. On peut vous faire la même réponse. Ça n'arrivera pas non plus, puisque en fait, les acteurs politiques n'ont pas plus envie de sortir de l'OTAN que d'établir de bons journalistes. Donc, on peut vous faire la même réponse. En fait, aucune des améliorations que repèrent les résistants, chacun dans leur domaine, aucune des améliorations ne peut avoir lieu tant que les acteurs politiques sont au service d'une petite caste, on pourrait dire classe si on était marxiste, et que, en fait, ils ne servent pas l'intérêt général. Notre problème, c'est que nos acteurs politiques ne servent pas l'intérêt général. Et c'est ça la clé, en fait. Donc, mais, bon, si c'est ça la clé, qu'est-ce qui les a mis au pouvoir ?
Et si c'est un système, le système du faux suffrage universel, dans une fausse démocratie, avec une fausse constitution, qui permet aux plus riches de financer leur campagne, de financer par les médias leur visibilité médiatique sans laquelle personne n'est élu, sans laquelle même il y a un mec qui n'arrive même pas à être candidat, si le mécanisme, si les institutions permettent aux riches de contrôler les élus de cette manière, il me semble qu'on a là la cause principale qui mérite un combat commun. C'est-à-dire que tous les résistants devraient sans perdre leur spécificité, leur expertise, leur connaissance, mais devraient intégrer dans la lutte que si on ne s'en prend pas à la cause, on est condamné à gesticuler. C'est-à-dire qu'on dit il faut sortir de l'OTAN, et ils se marrent parce qu'ils ont le pouvoir. La gendarmerie obéit à la Constitution. La police obéit à la Constitution, les fonctionnaires obéissent à la Constitution. Et nous foutons de la Constitution. Il ne faut pas qu'on s'étonne d'être impuissants. C'est notre faute. Et ça peut changer, il suffit juste qu'on s'en occupe. La Boétie, soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience. Nous acceptons d'appeler des démocraties, son strict contraire. Tant qu'on n'aura pas, nous-mêmes, entre nous, tant qu'on ne se sera pas passé le mot entre nous, à la base, sans attendre rien des journalistes de métier, sans attendre rien des professionnels de la politique, entre nous, tant qu'on ne se sera pas passé le mot, il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Il faut que du processus constituant, on retire les professionnels de la politique pour qu'on puisse mettre des règles au-dessus d'eux. Ils peuvent être tout à fait valeureux, mais par construction, ils sont dangereux. Il ne faut pas qu'ils écrivent le texte qu'ils doivent craindre. Si on arrive à se passer le mot entre nous, si on arrive à être très nombreux à le vouloir, on ne va pas régler que le problème de la sortie de l'OTAN, on ne va pas régler que le problème de la sortie de l'Union européenne, on ne va pas régler que le problème des mineurs, on va les régler tous nos problèmes sociétaux qui sont coincés parce que les acteurs politiques sont au service d'un petit groupe dont l'intérêt privé n'a rien à voir avec l'intérêt général, va perdre le pouvoir. Avec le tirage au sort, on va retirer le pouvoir aux riches. Et ça va régler pas 1, mais 10, 15, 20 problèmes sociétaux majeurs. C'est plus malin, à mon avis. Et c'est pas contradictoire avec ce que disent les différents résistants. C'est complémentaire. C'est-à-dire que si on veut être efficace, pragmatique, réaliste, c'est pas du tout théorique ce que je dis, c'est très concret. C'est-à-dire qu'on changera rien si on prend pas le problème à la racine, si on n'est pas radicaux. Ouais. Il semble, enfin, je peux me tromper, mais... Au chapitre, c'est tout à fait prioritaire. Au chapitre de ce que l'on devrait faire, effectivement, c'est vrai que le constat est facile, mais l'action est beaucoup plus incertaine. On va parler entre nous. Mais il me semble qu'il y a une très belle et très profonde expression française à laquelle je songe souvent, c'est que l'hypocrisie est un hommage du vice à la vertu. Tout ce dont nous avons parlé ce soir est une affaire d'hypocrisie. Pourquoi fait-on de la désinformation ? Pourquoi, disons, a-t-elle le rôle qu'elle a dans les affaires publiques et surtout les affaires internationales aujourd'hui ? C'est que l'on fait sous couvert de bien des choses qui ne sont pas bien, qui sont au mieux amorales. Mais il faut qu'on leur colle un voile de moralité parce que l'on s'adresse à une opinion qui est formée quand même à croire qu'elle vit dans un système moral, un système qui respecte des droits, qui respecte des constitutions, qui respecte une certaine égalité des citoyens. Et il me semble que la réaction la plus élémentaire et qui est possible à tous les stades, et quelle que soit notre opinion politique par ailleurs, est de toujours et sans cesse démasquer l'hypocrisie. C'est-à-dire appeler les choses par leur nom. Oui. Toujours les appeler par leur nom et sans cesse les appeler par leur nom. C'est déjà un commencement, je crois, je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance d'être le traducteur et l'ami d'un grand penseur russe qui s'appelait Alexandre Zinoviev, qui avait été un de ceux, il avait fait un grand livre qui s'appelait Les hauteurs béantes, qui avait démonté le mécanisme du pouvoir totalitaire ou de la sociologie totalitaire en URSS. Quand il a émigré en Occident, il a publié des livres où il décrivait l'Occident avec les mêmes clés qu'il avait utilisées pour décrire l'URSS. Il disait fondamentalement, ça ne change pas. Ce sont des mécanismes qui se répètent parce que l'individu se démet de lui-même, de ses valeurs. Il devient une fonction. Et
Zinoviev avait observé, par exemple, il disait, mais il avait une âme d'enfant. Il disait, c'est incroyable, on me parle de démocratie, on me parle de concertation. Mais moi, quand je vais dans une banque, quand je vais dans une entreprise en Occident, je ne vois aucune trace de démocratie. Il y a une pyramide du pouvoir. Où est-ce qu'elle est, cette démocratie? Au moins, dans un hôpital soviétique, au soviet de l'hôpital, si la balayeuse trouvait que le chirurgien faisait mal son travail, ben le chirurgien, il était renvoyé. Donc, il y a des paradoxes de la démocratie. Et lui, il avait été, disons, banni du RSS parce qu'il avait appelé les choses par leur nom. Et ensuite, il a été ostracisé en Occident parce qu'il appelait les choses par leur nom. Et il disait, je ne suis pas dissident. Je ne prends pas une pause. Je suis logicien, c'était son métier. J'appelle les choses par leur nom. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de prendre une pause. Moi, je voudrais juste apporter une question ou peut-être demander un conseil à M. Ménard. Au nom du collectif, pas en entre nous. En ce moment, on est avec la situation de la Syrie, comme vous connaissez tous ici. Et on a pu constater, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, on ne l'a pas vu dans les médias, mais l'affaire des sanctions cet été. On a essayé d'organiser une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères parce qu'il y avait près de 6000 franco-syriens qui étaient bloqués en Syrie. Je ne sais pas si vous le saviez ici. Nous, on l'a appris par le biais du réseau, parce qu'il y a pas mal de collectifs associatifs qui se sont joints à nous, même des Ivoiriens aussi, parce qu'il faut voir aussi cette affaire d'intervention, les dégâts que ça a pu causer, même de l'autre côté de la Méditerranée, comment ça a été perçu, même si c'est parti dans un bon esprit. Maintenant, Gbagbo, il n'est pas vu vraiment comme un dictateur pour certains. Je referme ma parenthèse. Alors, comment faire pour s'organiser parce qu'on a appelé les médias, on a appelé les journalistes pour qu'ils puissent nous soutenir devant le ministère des Affaires étrangères. La réponse qu'on a eue de l'attaché de M. Fabius, c'était à leur risque et péril. Ah bon, c'est des gens avec toutes les images qu'on voyait dans les médias pour n'importe quel franco-syrien. La première chose, c'est d'aller voir sa famille, voir si elle est encore vivante. Je ne sais pas. Et après, on s'est rendu compte que l'Allemagne et les Pays-Bas ont été plus responsables que la France parce qu'ils ont rapatrié toute leur communauté, tous leurs ressortissants qui étaient sortis en Syrie, on les a ramenés. Donc pas de problème pour eux, mais pour la France, ils restaient bloqués. Et là, on apprend encore autre chose, et je vais donner la parole à Khaled, puis ça peut peut-être nous permettre de donner la possibilité au public de poser des questions. C'est qu'il y a une affaire de sanctions de banque en ce moment, et il y a près de 6000 Syriens, franco-syriens, boursiers, qui se retrouvent sans bourse. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette affaire. Donc là aussi, on a alerté les médias, on a envoyé des communiqués, on a envoyé essayé d'interpeller dans ce sens. Aucun média nous a répondu. Je parle au nom du collectif, hein. Ce n'est pas le club franco-syrien ou le collectif pour la Syrie, ou de ceux qui étaient pro ou pas pro. Parce qu'on a vu aussi même des opposants qui nous ont rejoints et qui ne veulent pas du tout d'intervention. Mais ça, on ne les montre pas dans les médias. On voit juste l'armée syrienne libre avec sa Kalachnikov en bandoulière, et puis bien, on va faire la démocratie en faisant... il faut nous aider à bombarder la Syrie. Mais votre question à Robert Ménard. Donc la question, c'est comment faire pour qu'on puisse... je vais plutôt donner l'exemple. Ça va pas être possible, on arrive au terme du débat et malheureusement il y a une autre table ronde derrière et on va pas... Non, grosso modo, ce qu'on demande maintenant aux boursiers franco-syriens, c'est de signer un papier, si j'ai bien compris. Donc on a demandé d'avoir les preuves de ces fameux étudiants qui dénigrent plus ou moins Assad et puis qui reconnaissent qu'il y a une opposition pour pouvoir toucher une petite aide de la France pour pouvoir tenir le coup en tant qu'étudiant. Voilà. Donc comment faire pour dénoncer ce fameux scandale au niveau des médias? Attendez, je ne vais pas rentrer sur la Syrie là tout de suite parce qu'on n'en a pas fini. Écoutez, moi j'ai été donc 23 ans le patron de Reporters sans frontières. Je crois que j'ai tiré de cette expérience quelques principes. C'est-à-dire qu'on ne joue pas, malheureusement, contre les médias si on veut qu'ils parlent de vous. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte leur logique, les médias. Les logiques, si vous leur envoyez un communiqué de presse aux médias, moi je devais recevoir, je ne sais pas, 50, 100 communiqués de presse par jour. Les gens me disent, pourquoi tu ne parles pas de mon livre? Des livres, je devais en recevoir 10, 15 par jour. Vous imaginez, vous lisez 15 bouquins par jour, ça n'existe pas, ça, je veux dire. Donc ça veut dire que c'est souvent les gens, enfin je critique personne ici, souvent c'est les mauvaises, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez ne pas aimer les médias, c'est pour ça, c'est juste ça que j'essaye de dire. Vous pouvez croire que les médias, ils sont juste manipulés. Je pense qu'il faut savoir comment ils fonctionnent.
savoir comment se choisit l'information, comment elle se fait, pour aussi rentrer dans ces interstices. Je suppose que, en attendant qu'on modifie radicalement le monde, vous avez juste besoin qu'on parle de vous et qu'on essaye d'en parler bien, pour pas porter. Et ça veut dire que... Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait pendant 25 ans des coups médiatiques. Ça veut dire que les médias, ils aimaient ou ils aimaient pas, ils parlaient de nous. Alors, plutôt en bien, parce qu'on était plutôt sur un truc sympathique, de temps en temps en mal, mais je crois que c'est cette logique-là. Les médias, ils n'aiment que ça. Les communiqués, ça sert à rien. Les bouquins, ça sert à rien. Les conférences de presse, ça sert à rien. Oui, si vous êtes Sarkozy, ça sert, parce que tout le monde y va. Mais quand vous êtes nous, là, ça sert à rien. Une conférence de presse de M. Asselineau, qui va venir? Qui va venir? La meilleure attachée de presse du monde, elle ne fera pas venir les gens. Attendez, je veux bien, moi, je ne critique pas, je ne sais pas qui s'occupe de la communication. C'est-à-dire qu'il faut fonctionner autrement, en se disant comment il marche, qu'est-ce qu'il est fait, c'est des images, comment on fabrique des images, comment on propose des images. Reporters sans frontières, pendant des années, on a filmé nos propres opérations et on a amené les images. Ça fonctionnait parce qu'il y a des médias qui ont peu d'images, parce qu'il faut fournir 24 heures sur 24 des images et qu'on faisait ça. Vous pouvez trouver que ça ne marche pas. Nous, ça marchait. Ça marchait. Et je pense que c'est des choses comme ça dont il faut parler. Alors, en attendant, on sort de ça marchait parce que vous étiez dans le bon camp. On était dans le bon camp. C'est pas vrai toujours. C'est pas vrai toujours. C'est pas vrai toujours. C'est pas toujours vrai. C'est trop facile de dire ça. Et je ne crois pas, permettez-moi de vous dire, que quand on sera sorti de l'OTAN, parce que je vous rappelle que la France, elle a été une période où elle n'était pas à l'OTAN, et ça en faisait pas une meilleure information. Enfin, elle était à l'OTAN, mais pas à la... Oui, c'est ça. Oui, François, le mot de la fin. Oui, je vais peut-être conclure. Je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Slobodan Despot, la dernière, sur Zinoviev. L'affaire de rendre à chaque chose son vrai nom, puisque c'était ça qu'il disait, j'avais fait le titre, c'était le titre d'une de mes conférences il y a deux ans que j'avais faite. Vous savez que c'est la grande sagesse, là, excusez-moi, je reviens sur un petit peu d'érudition, mais c'est la grande sagesse chinoise. Puisque dans les Analectes de Confucius, ça se situe en moins 500 avant Jésus-Christ, Confucius a des comment dirais-je, des élèves, et il y en a un qui lui dit « Maître, à quoi accorderiez-vous votre premier soin si vous étiez appelé aux affaires du royaume de Chu ?» Parce que c'est pendant la période des royaumes combattants. Et Confucius répond « À rendre à chaque chose son vrai nom. » Ça, c'est vrai. Et c'était en moins 500 avant Jésus-Christ. Et donc, ce Leu, qui est le disciple de Confucius, lui dit « Mais quand même, Maître, vous vous égarez loin du but. Je vous demande comment vous allez gérer les affaires du royaume de Wu et vous me dites ça ?» Et lui dit « Oui, parce que lorsque on ne donne pas à chaque chose son vrai nom, eh bien on ne peut pas raisonner correctement. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. J'essaie personnellement de le faire de temps en temps lorsque, par exemple, j'essaie d'expliquer que le mot européen ne veut rien dire, que lorsque les gens disent que Airbus est un avion européen, c'est un mensonge. Parce que derrière tout ça, ce sont des mots codés, et c'est vrai qu'à partir de ça, il faut revenir, et ça nécessite des explications, ça nécessite d'entrer dans le détail, de revenir à qu'est-ce que l'on définit comme étant la démocratie, comme étant quelque chose d'européen. Alors ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit mon ami Étienne Chouard. Malheureusement, je crois qu'on arrive à peu près à la fin, c'est un peu dommage, il me faudra qu'on ait de nouveau ces débats. Je voudrais dire plusieurs choses, parce que je sais que... on a eu un peu un débat sur ces questions, enfin même un dissentiment, une controverse sur ces questions de tirage au sort. D'abord, premièrement, je voudrais pas que seul l'UPR apparaisse comme étant concerné. Il faudrait que, ça serait bien que, j'aimerais savoir ce que le Parti socialiste, ce que M. Mélenchon, ce que du côté Le Pen, c'est ce qu'ils en disent, parce qu'il n'y a pas que l'UPR qui est concerné par une telle proposition. Non, je le dis parce que c'est important. C'est important de le dire. Deuxièmement, il y a un problème logique et que je ne vois pas très bien, c'est que je ne vois pas pourquoi il serait plus facile de mobiliser les Français sur cette question, puisque de toute façon, il n'y aura pas davantage les médias que moi. Et nous avons expliqué, parce qu'il explique que je n'ai pas pu être candidat parce que je n'avais pas les médias, ce qui est un fait,
Mais il n'aura pas non plus les médias pour ça. Donc ça ne sera pas plus facile, ce sera même tout aussi impossible. Donc la question qui se pose, c'est de savoir sur quoi peut-on mobiliser le plus les gens. Et personnellement, et Robert Ménard l'a dit tout à l'heure, c'est que moi je veux changer les choses, les changer rapidement, puisque je le répète, et j'aurai l'occasion de le répéter plus tard dans la soirée, nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour, une usine ferme chaque jour, on a chaque jour 1500 pauvres en plus, selon les statistiques de l'INSEE. Donc ce sont des choses qui sont d'une extrême urgence. Et je dis que dans un cas d'extrême urgence, les gens ont besoin qu'on leur propose une solution qui soit viable. Et j'avoue que, et alors c'est là où on pourrait avoir des débats très importants sur ces questions de tirage au sort, je ne suis pas le représentant d'une caste de politiciens. Je suis simplement quelqu'un qui voit les choses avec réalisme. Et je considère qu'actuellement, pour toute une série de questions, le système du tirage au sort n'est pas applicable à tout. On pourrait envisager, d'ailleurs je l'ai prévu dans le programme que j'avais présenté, que l'on peut envisager qu'il y ait du tirage au sort, par exemple, pour peupler ou pour donner des avis au CSA, dont nous proposons la réforme. Sur les médias, ça serait très important, parce que ça, c'est quelque chose qui concerne un petit peu monsieur et madame tout le monde. Sur chacun peut avoir son avis. On peut avoir des panels avec des milliers de personnes à qui on pourrait demander est-ce que vous estimez, par exemple, que toutes les opinions sont représentées à la télévision, etc. Et le CSA pourrait, en se fondant là-dessus, par exemple, donner des instructions, des orientations aux médias. Je suis en revanche beaucoup plus réservé sur l'affaire de la représentation politique pour toute une série de sujets. D'abord, je signale au passage que le tirage au sort, il existe, par exemple pour les jurys d'assises. Ça ne règle pas le problème de la justice en France. Bon, je voudrais dire que s'agissant du tirage au sort, c'est vrai qu'on peut critiquer la démocratie, le suffrage universel, c'est vrai. Mais moi, ce que j'observe, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux encore pour mobiliser, pour que l'ensemble d'une population se sente concernée. Si vous aviez un système de tirage au sort, je vais évoquer ici quelques objections que j'avais faites. Si vous aviez un système de tirage au sort, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas obtenir de fonctions électives. Il y a des gens que ça ne concerne pas. Ils peuvent refuser. Il y a des gens que ça n'intéresse pas. Oui, mais ça veut donc dire qu'il faudrait procéder éventuellement... Pardon, je m'excuse. Non, mais attendez. Non, je ne peux pas accepter ça. Les gens ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. Mais ça n'est... Attendez, je peux parler ? Exactement comme moi à l'instant. Non, mais le système du tirage au sort revient à vous faire croire que vous seriez choisi. Mais qu'est-ce qui vous dirait que vous seriez choisi ? Parce qu'il faut bien voir que si nous avons 577 députés, eh bien, les 577 députés tirés au sort sur 46 millions, vous aurez la chance d'être choisi comme d'être élu, d'avoir le gros lot au loto. Je signale au passage que le tirage au sort, ne garantit en rien que c'est représentatif des opinions. Qu'est-ce qui empêcherait que le tirage au sort étant un tirage au sort, qu'est-ce qui empêcherait que vous ayez d'un seul coup 90% de gens de sensibilité UMP ? Il y aura la moitié de femmes, rien. Mécaniquement. Oui, non, mais il faut donc faire, si vous entrez dans le détail petit à petit, vous vous apercevez... Par ailleurs, le fait même d'être tiré au sort, quand il y a un débat, par exemple, parlementaire, et qu'il y a un vote, vous ferez quoi ? Non, je me tourne vers vous puisque vous m'avez interrompu. Non, allez-y. Vous raisonnez comme si on remplaçait l'élection par le tirage au sort. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. On ne va pas nommer l'Assemblée nationale par tirage au sort. Donc, vous peignez le diable sur la muraille, c'est trop facile. Le moment où on instaure, on prend en compte l'idée du tirage au sort, on modifie toutes les structures. D'accord. Alors, là, c'est autre chose. Effectivement, c'est quelque chose de encore beaucoup plus important. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas hostile, bien au contraire, au principe du tirage au sort. Je dis simplement que, tel que ça avait été présenté longuement, il s'agissait d'avoir des élus qui soient tirés au sort. Je signale que s'il y a un tirage au sort... Une chambre sur deux. S'il y a un tirage au sort, il n'y a plus de parti politique ni d'élection. Il faudra donc expliquer déjà aux Français que la première
conséquence de cette grande opération de modernisation de la démocratie, c'est que les gens ne votent plus. Il faudra leur faire avaler le truc. Et qu'il n'y aura plus non plus de programme politique, puisque pourquoi y aurait-il un programme et des partis politiques, puisque les gens seraient tirés au sort. Donc, ça veut donc dire que nous risquerions, non mais c'est très important, nous risquerions donc de substituer à l'élection simplement un panel comme il y a des panels pour les lessives, si vous voulez. Et qu'est-ce qui vous garantit que les gens qui seraient ainsi tirés au sort auraient d'autres choses à vous dire que de réciter ce qu'ils ont entendu sur TF1 ? Non, mais... ni plus ni moins que les élus. Non, ça veut donc dire que vous voyez que la chose, quand vous entrez dans le détail, parce que j'ai regardé le truc, parce que j'aime bien la confrontation d'idées, et parce que je pense qu'il y a une idée derrière cela, d'ailleurs, que nous avons essayé de reprendre dans notre programme, parce qu'il y a des fonctions qui peuvent peut-être plus facilement faire l'objet de tirage au sort. Par exemple, je pense, pour mesurer l'opinion publique, pour avoir une fiabilité sur ce que pense l'opinion publique, par exemple sur l'euro. Qu'il n'est pas normal, par exemple, me semble-t-il, puisqu'on parle des médias, qu'en France, sur tous les grands médias nationaux, on a le sentiment que tous les journalistes sont tous pour l'euro, que tous les commentateurs, que même les gens qui questionnent, on a le droit maintenant un petit peu de parler de la crise de l'euro, mais on baigne dans un univers où personne ne peut réellement présenter l'antithèse. Et ça me paraît important. Ça ne serait pas réglé par la question de tirage au sort sur le politique. Ça pourrait davantage être réglé si l'on avait le CSA qui était composé par un système de tirage au sort, par exemple, et que les gens sachent qu'il y a, par exemple, 20 ou 30% de Français qui souhaitent sortir de l'euro, et donc il serait normal qu'il y ait 20 ou 30% des émissions consacrées à l'euro qui soient données à quelqu'un qui propose en effet ce que souhaitent les Français. C'était exactement ce qu'on a essayé de faire ici à notre petit niveau. C'est-à-dire d'avoir, je remercie, on a eu des gens qui ont des opinions extrêmement différentes, mais enfin je crois que ça a permis aux gens, et c'est un peu notre objectif, de rendre la parole. Voilà. François, juste un mot. Comment ? Laissez-moi juste vous dire un mot. Il me semble que vous grandiriez et vous seriez beaucoup plus désirable si vous promettiez, en plus des solutions que vous proposez et que je trouve remarquables, si vous proposiez de rendre un peu du pouvoir que vous briguez au peuple qui vous aurait élu. Et c'est pas incompatible, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je suis quand même étonné de la difficulté qu'ont nos candidats au pouvoir à nous en rendre enfin un peu, pour de vrai, comme on dit à la récré. C'est-à-dire que vous ne perdriez rien à proposer, promouvoir une deuxième chambre qui, au lieu d'être ce Sénat sénile, serait une chambre de citoyens tirés au sort, amateurs, 1000 personnes qui continueraient à exercer leur métier et qui n'auraient pas... Qui ne vous remplacerait pas. Mais non, mais ça, il ne s'agit pas. Mais moi, en plus que question pour question, pourquoi est-ce que, Étienne Chouard, vous êtes allé à la présentation du programme présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan, puis de Jean-Luc Mélenchon, alors que vous n'êtes pas venu à la mienne et que vous n'avez pas demandé à Nicolas Dupont-Aignan et à Jean-Luc Mélenchon ce qu'ils pensent du tirage au sort. Je dis la même chose. Non, mais c'est très important parce que je ne voudrais pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nous soyons enfermés dans ce débat comme si ça ne concernait que l'UPR. Je dis quant à moi que ça n'est pas la priorité du moment parce que d'abord ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Ça veut donc bien dire que ça pose des problèmes extrêmement importants en termes techniques, très très importants. Quand vous commencez à creuser le sujet, vous avez les gens qui sont malades, les gens qui sont impotents, les gens qui sont Alzheimer, etc. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire... Non, ça n'est pas trop facile. Ça veut dire qu'il faudrait dresser des listes d'aptitudes. Ça voudrait aussi que vous avez des problèmes de... Non, ça voudrait dire que vous auriez des problèmes de maintien de l'ordre public si, par exemple, dans une circonscription très à gauche, le sort tombait sur des gens très à droite. Parce que les gens... Vous avez, avec le système électif, vous avez un système très important, c'est la confiance que les gens doivent avoir, dans le fait que leur vote a été pris en compte.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, de façon très cohérente, nous proposons l'interdiction du suffrage, des votes électroniques. Parce que tout le monde sait bien que les votes électroniques, c'est la porte ouverte à quelque chose de catastrophique. Mais comment tirerez-vous au sort 500 personnes sur 46 millions d'électeurs? Ça sera forcément de façon électronique. Et vous n'enlèverez pas dans la tête des gens le fait qu'il y a des problèmes de sélection. Encore une fois, je ne veux pas exacerber l'opposition avec Étienne, puisqu'on en a parlé. Je suis d'accord sur le fait, personnellement, je suis d'accord sur le fait que le système actuel n'est pas satisfaisant, et je suis d'accord qu'il faudrait pouvoir mieux prendre en compte, en effet, ce que pense la population, l'homme de la rue. Mais je voudrais rappeler... Donc, c'est la raison pour laquelle... Oui. Pardon, je ne voudrais pas... Il y a un truc qui s'appellerait déjà la proportionnelle. Alors, si vous pouviez... Oui, mais ça consiste toujours à désigner des maîtres. Est-ce qu'il n'y a pas c'est toujours des maîtres. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences qu'un débat pareil quand on voit la misère du monde là? Non, mais la misère du monde, elle vient d'élus qui sont au service des riches. Enfin, excusez-moi, la misère du monde vient du fait que les riches ont pris le pouvoir. Et je voudrais peut-être en conclusion, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que ça vient également du problème, me semble-t-il, des partis politiques. Parce que, selon la Constitution française, les partis concourent à l'expression du suffrage universel. Donc la difficulté, le problème de fond de la société française, c'est que vous avez plein de partis politiques qui, en fait, disent la même chose. Il est là le problème. Donc si nous avions, la démocratie, personne ne proposait le système de tirage au sort, je suis désolé, en 1981, lorsque François Mitterrand a remplacé Valéry Giscard d'Estaing. Pour une raison simple, c'est parce que les Français ont eu le sentiment que là, ils avaient pu faire un changement de façon très substantielle, parce que ce n'étaient pas les mêmes programmes, parce que M. Mitterrand avait été élu et a mis en œuvre un programme de nationalisation générale de tout le secteur bancaire, de toutes les grandes sociétés industrielles, de suppression de la peine de mort. Il y a eu un véritable changement politique de très grande importance. Donc la question, me semble-t-il, ça n'est pas sur le système électif. La question, c'est sur le fait que comment se fait-il que ces partis ont été amenés progressivement à proposer en gros la même chose? C'est parce que nous avons perdu les pouvoirs, que ces pouvoirs ont été transférés à la Banque centrale européenne, à la Commission européenne, à l'OTAN. Et le fait d'avoir des tirés au sort ne changerait rien au fait que nous n'aurions toujours pas nos pouvoirs puisqu'ils ont été transférés ailleurs. Est-ce que ce ne sont pas des élus qui ont bradé la souveraineté? On arrive vraiment au bout. C'est très rapide. Quoi, c'est très rapide. Oui. Ah. Si vous avez toute la nuit, il n'y a pas de problème. C'est très rapide, François. Je ne sais pas si on m'entend là. Très rapidement, oui, allez-y. Je crois qu'on tourne en rond parce qu'au fond, on décrit simplement des défauts du tissu humain. On décrit des défauts du tissu humain. En Suisse, par exemple, d'où je viens, on a un système représentatif qui est, paraît-il, le plus direct en termes démocratiques au monde. On a une élection, on a un parlement de milices, donc de gens qui ne sont pas professionnels au Parlement. On a le droit de référendum et d'initiative populaire. On peut révoquer n'importe quelle loi en récoltant 100 000 signatures et en remportant la votation. Néanmoins, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce pays-là n'a pas plus de divertissement. Si, il y a un parti qui sort un peu du lot, qui est le parti souverainiste, l'UDC, à 30% environ des voix. C'est vrai, qui est contre le reste du système, mais le système, en attendant, y compris ce parti-là, lorsque vous regardez la composition du Parlement helvétique, vous avez environ 240 députés, il y en a plus de 230 sur les 240 qui sont tenus par des conseils d'administration dans l'industrie pharmaceutique, dans la banque, dans l'assurance. Ces gens-là, c'est parce qu'ils sont élus. C'est juste parce qu'ils sont élus, Slobodan. Mais excusez-moi, ils entrent dans les conseils d'administration après leur élection. Mais oui, mais quelqu'un qui serait désigné au hasard, il serait aussi recruté de la même manière. Non, il faut du temps. Évidemment. Magali Pernin, on m'a demandé de vous laisser la parole, si vous pouvez la prendre, et puis... Oui, bien sûr. Il y en a un qui ne sert pas. D'accord.
Bienvenue Magali. Magali, c'est une blogueuse. Non, j'avais juste une petite question bête. Très intéressante. Il marche ? Oui, merci. J'étais juste un peu triste parce que j'ai l'impression qu'on a un peu... on a mal expliqué l'idée d'Étienne, je pense, au niveau du tirage au sort. Il ne s'agit pas de remplacer le système existant, c'est-à-dire de remplacer les élus par des gens qui seraient tirés au sort et de confier à ces élus, à ces tirés au sort, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont actuellement confiés aux élus. Je pense que ça passe par plus de démocratie directe, etc. Et si vous voulez vous intéresser davantage à ce travail, il faudrait... Enfin, 2 minutes ne suffisent pas. Je pense qu'il faut vraiment s'y plonger pendant peut-être une bonne semaine et regarder les conférences d'Étienne. Ma question, elle allait plus loin que le tirage au sort, ou peut-être pas plus loin, mais peut-être des propositions plus faciles, de savoir ce que vous pensiez justement du mandat impératif, Monsieur Asselineau, ce que vous pensiez du référendum d'initiative populaire, du référendum veto, du non-cumul des mandats, voilà, de tout ça. Merci. Alors, s'agissant de ces questions, je renvoie d'ailleurs, j'en profite pour signaler que nous avons imprimé et édité un programme collector qui s'appelle CNR 2.0, qui s'appelle Programme de libération, qui reprend point par point ce que j'avais présenté le 3 décembre dernier. Donc je signale, pour répondre à ces questions, que nous avons proposé un référendum d'initiative populaire, le recours plus fréquent au référendum avec des référendums à choix multiples pour justement enlever au référendum ce parfum toujours que les Français craignent de plébiscite depuis Napoléon Ier et Napoléon III, et puis également des mesures très importantes en matière de non-cumul des mandats, et puis aussi, et je me permets d'insister sur le fait que avoir un certain nombre d'institutions d'État où on introduirait effectivement un système de tirage au sort, par exemple, je reviens sur l'affaire du CSA, qui me paraîtrait quelque chose effectivement d'opportun, où l'on pourrait consulter en effet la population sur des sujets qui sont des sujets assez faciles, avec des obligations évidemment de tenir compte de ces avis. Voilà, je vous signale que ce programme est en vente, parce que ça nous a coûté de l'argent, je ne sais pas c'est combien il est, peut-être à 3 €, je crois, 3 €, et que je ferai ce soir, tout à fait en fin de soirée pour ceux qui le souhaitent, ou demain je ferai une séance de signature et de dédicace pour ceux qui le souhaitent. Voilà.